de façon péremptoire que vous faites du coaching en mettant une caméra en face de vous et en demandant des likes et des cœurs, ça ne le fait pas. Ce n'est pas du coaching. Quels sont les conseils que tu donnerais? Que doit faire la femme pour essayer de satisfaire son mari et ensuite le mari pour quand même aussi comprendre et satisfaire sa femme? Il peut y avoir la position du lotus, par exemple, qui est une position super idéale, qui va être une position dans laquelle la femme va prendre énormément de plaisir et l'homme aussi. Quand ta femme te refuse, par exemple, un rapport sexuel, il ne faut pas le prendre tout de suite au premier degré. Un entrepreneur devra avoir une vie de couple à la même dimension qu'un pasteur ou un imam. Si vous êtes la femme d'un investisseur, vous devez comprendre que vous avez choisi quelqu'un qui a un métier à part entière. Si vous êtes vraiment investi dans ce que vous faites, je veux dire que vous n'allez pas trouver le temps nécessaire à consacrer pleinement dans votre relation de couple. C'est un sacrifice en fait. Donc si vous avez une partenaire qui ne comprend pas ça, il faut vraiment, à ce moment-là, il ne faut pas une fillette dans votre vie, il faut une femme. Il y a des moments où le mec, il est tellement à fond sur ses projets que il n'a plus d'érection. À un moment donné, j'ai raté ma vie, car il y a une grosse différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Quel conseil tu donnerais du coup à ces femmes qui font du BBL, qui se dépigmentent la peau La vérité, c'est que, vous voyez, tel que vous êtes dans votre tête, vous le restez. On a tendance à se demander, mais c'est quoi la durée normale d'un acte sexuel? Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des investisseurs africains. Le podcast de personnes, d'Africains, d'Africaines qui vous inspirent par leurs histoires, par leurs secrets, par leurs réussites, par leurs échecs et qui vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, la personne que nous allons recevoir est un coach. Pas les coachs bizarres, yougos qu'on a l'habitude de voir. Lui, il est coach éthique dans les relations humaines et bien plus. Il est sur tous les plateaux télé ici en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région. Et c'est quelqu'un qui va vous inspirer. J'aime bien sa simplicité, son franc-parler. Il parle de tous les sujets tranquillement. Il parle de comment gérer les finances dans les relations de couple, de comment même faire le sexe dans les relations de couple. Donc vous allez voir, vous allez apprendre énormément. On va parler de couple, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'argent et on va parler de plusieurs autres sujets de notre communauté. J'espère que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, accueillons ensemble le seul, l'unique, le Kelépé, le coach Yoman, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on applaudisse quand même. Coach Yoman, comment ça va? Très bien. Merci d'être là aujourd'hui, ça va très très bien. Merci. C'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je te suis déjà à la télé, je vois tes prises de parole sur certaines chaînes de télé. Donc je voyais déjà à la télé, puis te voir en vrai aujourd'hui est un vrai plaisir. Mais le plaisir est partagé. Super. Donc on parlera de ton histoire, de ton parcours et de bien d'autres choses. Parce que je pense que ton franc-parler va permettre à plusieurs personnes de pouvoir restaurer leur couple, de pouvoir restaurer leur relation et de pouvoir devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Forcément, il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Je suis Jean-François Yoman, je suis ivoirien, marié, père de 3 enfants et puis coach professionnel éthique certifié. Je fais du coaching depuis 18 ans maintenant. D'accord. J'accompagne sur le territoire de la famille, du couple, de la parentalité. Je fais aussi les accompagnements en entreprise, mais spécialement sur du team building. D'accord. On aide les entreprises qui le désirent à renforcer leurs équipes, à travailler sur la cohésion, l'esprit d'équipe et l'adhésion de leurs différentes équipes. Et puis, par ailleurs, président du réseau international des coachs éthiques, un réseau qui réunit des professionnels de l'accompagnement en coaching éthique sur différents territoires en Afrique et ailleurs. On est à peu près dans 8 pays, 8 pays et on essaie de faire autant que c'est possible la promotion du coaching professionnel. D'accord. Coach éthique, j'entends ça beaucoup. C'est quoi? Ça veut dire quoi, coach éthique? C'est une spécialité du coaching qui repose sur des fondamentaux. Le premier élément fondamental, en fait, c'est que on ne fait pas de l'accompagnement juste parce qu'on aime accompagner les gens. Il faut se former. D'accord. Donc, la première des choses, c'est que le coach doit être formé. La deuxième chose, il doit être supervisé dans sa pratique. Il faut qu'il puisse parfois avoir la possibilité, comme les véhicules le font. Une fois dans l'année, chaque voiture fait la révision technique. Même si vous estimez que votre véhicule est tout neuf, mais il doit respecter le principe de la visite technique parce que, justement, c'est ça qui va garantir la sécurité des biens des personnes. Donc, pour quelqu'un, justement, qui fait de l'accompagnement, qui est dans des transactions humaines,
il est possible qu'on parasite parfois hein, avec donc les émotions ou on finisse par se tromper dans notre façon de pratiquer. Donc, il faut être supervisé. La troisième chose essentielle, c'est la formation continue parce que l'être humain, il change en permanence, les réalités changent, même les systèmes d'accompagnement changent. Vous savez, quand il n'y avait pas Covid, il y avait une façon de manager les équipes. Et quand il y a eu Covid, la façon de manager a changé. Donc, il faut que le coach qui est dans la dynamique de l'accompagnement des humains se mette justement à la page, comme on dit en français ivoirien. Et puis, quatrième principe important, c'est que le coach éthique, il doit finalement appartenir à un réseau de professionnels avec lesquels il continue justement d'aiguiser sa pratique. Et puis, cinquième et dernier principe, c'est un code d'éthique et de déontologie qu'il suit dans sa pratique. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu ça. Ça rend la pratique un peu difficile, mais c'est vraiment des principes qui aident à travailler au professionnalisme du coach. Ok, il y a une mouche qui s'est invitée là. Bon, c'est pas éthique. On va pas se laisser, c'est pas éthique ça, mais on va pas se laisser distraire par elle. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui te différencie des autres coachs? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'élève pour être coach. Il y en a plein, autoproclamés coach. Est-ce que c'est le fait d'avoir suivi une certification ou c'est quoi qui te différencie toi des autres coachs ou des autres autoproclamés? Déjà, quand vous faites une formation en coaching, peu importe, hein, quand vous faites une formation en coaching, vous avez une méthode d'accompagnement. Et c'est la méthode qui fait la différence. Parce que le coaching, pour beaucoup, c'est du conseil. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Le coach n'est pas un donneur de conseils. Vous voyez, quand je viens dans une émission comme celle-là ou comme toutes les autres émissions, je suis invité, c'est vrai, c'est dans la casquette du coach, mais c'est plutôt un consultant. On va dire qu'on va consulter sur plusieurs questions, etc. Mais le coaching, c'est d'abord quelque chose qui se fait en privé. Parce qu'il y a un contrat de confidentialité qui doit lier le coach à son client. Ça ne se fait pas en public? Mais non, donc jamais. C'est des conseils qu'on donne en public? Voilà, en public, vous ne pouvez que donner des conseils ou des avis sur des sujets d'actualité. Vous voyez? Mais dire de façon péremptoire que vous faites du coaching en mettant une caméra en face de vous et en demandant des likes et des cœurs, ça ne le fait pas. Ce n'est pas du coaching, ça. Vous voyez? Si vous faites une formation, vous saurez la différence, par exemple, entre le coaching et le mentorat, qui se ressemble un tout petit peu. La différence, c'est que dans le mentorat, il y a une personne qui a eu un parcours, qui connaît un certain nombre de rouages et qui, au contact duquel vous allez apprendre justement à éviter ces erreurs et à vous perfectionner, à vous positionner dans le domaine dans lequel vous voulez être. Voyez? Donc, il y a différentes approches comme ça qui vont vous aider justement à devenir ce professionnel que vous avez envie d'être. Donc, ça va vous donner de la matière aussi parce qu'il y a des outils qui sont utilisés, il y a des techniques qui sont utilisées, il y a de la psychologie dans du coaching. Il faut connaître la psychologie des humains, il faut savoir comment les humains fonctionnent, il y a des tests de personnalité pour connaître en fait les profils de personnalité qui existent. Vous voyez, tout ça, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas été formé parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est ça, en fait, qui fait la différence entre un coach autoproclamé, donc quelqu'un qui aime, qui a de l'empathie, qui veut écouter les autres, qui veut aider. C'est bien. D'ailleurs, comme on le dit dans le système de formation, on ne peut pas devenir coach si on ne sent pas la chose à l'intérieur de soi. Donc, il y a un appel naturel. Mais on ne va pas se limiter à l'appel. Vous voyez, c'est comme quelqu'un me dit, mais moi, j'aime la médecine, j'adore le travail de médecin. Et il se lève un matin et il commence à ouvrir les ventres des gens juste parce qu'il aime faire la médecine. Vous voyez ce que ça peut représenter. Alors, c'est un tout petit peu la même chose. Ce qu'on dit, c'est que oui, c'est une première étape d'aimer, mais ensuite, il faut vous faire former pour être beaucoup plus utile. Sinon, eh bien, vous mettez en difficulté et en danger, en fait, la vie des personnes qui viennent vers vous. Ok. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, je vais te montrer une image et tu me diras ce que tu penses. Okay. Donc, on parle de coach, de coaching. Comment tu définirais déjà, tu la connais? Mais bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, comment tu la définirais? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une coach éthique, c'est une personne qui donne des conseils sur Internet? Quel est ton avis? Bon, déjà, pour qu'elle soit coach éthique, il aurait fallu qu'elle adhère à mon association. Donc, ok. C'est que par ton association? Non, pour être coach éthique, dans la logique qu'on connaît. Je dis ça pour rire. D'accord. Mais oui, c'est quelqu'un que je connais, qui fait une activité, je pense, d'influenceuse sur les réseaux sociaux, hein, à ce que je sais, qui donne pas mal de conseils sur la vie de façon générale, sur la vie de couple, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'elle? Est-ce qu'elle est coach? Non. Du point de vue de la définition que j'ai donnée en matière de coaching, non. C'est vraiment pas du coaching. Ça peut être du conseil, ça peut être même du mentorat. Elle peut mentorer sûrement des personnes parce qu'elle a une expérience
peut-être en matière de couple, en matière de relations de couple. Donc, elle peut se servir de son expérience pour aider d'autres personnes dans des situations. Mais la méthode utilisée n'est pas une méthode de coaching. De coaching. Mais pourtant, elle fait des séances one-to-one avec des personnes. Donc ça peut être toujours du conseil. Ok, ça peut être quand même du conseil parce que à partir du moment où on est en one-to-one, tout comme le médecin il est en one-to-one, il ne fait pas du coaching. Tout comme le psychologue il est en one-to-one, il ne fait pas du coaching. Voyez, donc on peut être dans cette logique de faire du one-to-one, mais pour faire du coaching, il faut pouvoir en fait établir un principe de coaching qui est très important, c'est un contrat de coaching. D'accord. Et dans le contrat de coaching, on va définir les objectifs. Et en fonction des objectifs, on va suivre un processus. Dans notre jargon, ça s'appelle le processus circulaire. Donc, ça commence par création de liens, définition d'objectifs, évaluation de la situation, définition des options, prise de décision, plan d'action, etc., etc. Vous voyez ? Je ne pense pas, j'ai jamais suivi ces séances, donc je ne pourrais pas dire davantage là-dessus, mais de notre point de vue, ce n'est pas du coaching qui est pratiqué sur les réseaux. Maintenant, est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'elle a une formation? Est-ce qu'elle a fait une certification qui lui permet de faire du coaching professionnel? Je n'en sais pas davantage, donc je pourrais juste me limiter à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui n'est pas du coaching. D'accord. On va montrer une autre photo. Je pense que tu la connais également. Oui, je pense. Ouais, bien sûr. On dira pas coach éthique également? Attention, le coaching éthique, c'est une spécialité. C'est une spécialité. Voilà. Donc, tout le monde ne choisit pas. Moi, j'ai entendu éthique. Tout le monde ne choisit pas cette spécialité-là. Voilà. Donc, on dira coach. Oui, sûrement. Coach, elle est mentor aussi pour beaucoup. Elle fait de l'accompagnement. Il y a beaucoup de motivation également. Pour les vidéos que j'ai pu voir, il y a beaucoup de motivation. Derrière, il y a un éveil de conscience aussi de la frange féminine, un éveil à j'ai failli dire à l'auto-entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses comme ça intéressantes qu'elle fait. Il y a beaucoup de conférences aussi derrière. Il y a un travail très professionnel qui est mis en place. Oui, c'est quelqu'un que je vois sur les réseaux et que je connais pas personnellement. Mais oui, coach, sûrement. Je pense avoir entendu une ou deux fois au cours d'échanges sur les réseaux qu'elle avait fait une formation en coaching. D'accord. Voilà. Okay. Donc mais je n'ai pas eu d'échange direct avec elle, mais je pense qu'elle a dû faire une formation en coaching. Donc la formation, la certification, tout ça, c'est vraiment important pour se faire appeler coach. C'est des éléments quand même assez importants. Ok. Maintenant, comment toi, tu te lances dans ce secteur? Comment tu commences? On va dire que je n'étais même pas prédestiné pour exactement. ça. Donc, si je dis pas prédestiné pour ça, c'est pas vraiment juste. Mais je veux dire qu'à la base, moi, je suis juriste de formation. Juriste? Moi, je pars pour faire vraiment des études de droit. Je veux être juriste des entreprises. Donc, je veux faire vraiment du droit des affaires. Et je me rends compte, en fait, que je suis rattrapé par quelque chose qui me talonne depuis toujours. Ok, on va en arriver. Désolé de te couper. Mais tu nais en Côte d'Ivoire, tu grandis en Côte d'Ivoire, toujours. Tu fais les études en droit en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, c'est en quelle année tu sens que tu te fais rattraper par on est entre 2002 et 2003. D'accord. On est sensiblement 2002-2003. La Côte d'Ivoire connaît une période un peu difficile dans sa stabilité sociopolitique, avec une crise militaro-politique. Et donc, dans cette période-là, contre toute attente, en fait, je vais me rendre compte au fond de moi-même que, bien que étant une personne qui est vraiment, vraiment dans l'empathie et dans l'écoute, c'est-à-dire que depuis toujours, quand on est dans un cercle d'amis ou quand on est en famille, etc., je vais être celui-là qui va être davantage en train d'écouter. Et pourtant, ma position dans ma fratrie ne me prédisposait pas à ça. Moi, je suis le dernier d'une fratrie. Ah bon? Tout dernier, ok? Voilà, donc c'est pas le gars qu'on va aller écouter. Exactement. Mais contre toute attente, il y avait cette forme de sagesse, d'écoute, de calme. Je suis quelqu'un de très introverti, donc il parle pas vraiment beaucoup. Et puis, cette disposition-là va m'amener justement à être la personne à qui on veut demander un conseil, à qui on veut demander un avis, la personne vers qui on se tourne quand on a peut-être envie d'être boosté, d'être reboosté, etc. Mais à ça va rester quelque chose de banal. Et puis, quand on va évoluer un peu plus tard, je me retrouve parfois en face d'un client, plutôt que discuter de sujets de droit, je vais être beaucoup plus préoccupé par comment aider la personne, en fait, à sortir, mais vraiment de la situation.
pas du point de vue du droit, mais du point de vue de son développement personnel. Vous voyez, je me souviens comme ça qu'une fois, j'étais en face d'un couple qui était au bord de divorce, etc. Et l'idée, c'était les aider à aller vers une démarche par rapport à une procédure de divorce. Mais je me retrouve en fait en train de chercher les causes et comment faire pour les aider à solutionner. Et comment voir la possibilité pour l'un et l'autre de s'entendre en fait sur un élément de fond. La femme avait besoin en fait de sécurité pour l'avenir et le monsieur il était dans le carpe diem. Le gars il était à un âge où il avait envie de s'amuser. Wow. C'était juste ça. Je pense qu'il était autour de 40, 45 à peu près. Mais c'est un couple qui était ensemble depuis une vingtaine d'années. Ils étaient ensemble depuis très jeunes. Et le monsieur est arrivé à un âge où financièrement, il était un peu plus indépendant. Il avait certaines réalisations. Donc, il voulait vivre. Okay. Et la femme, elle ne l'avait pas connu comme ça. Donc, en parlant avec eux, tout doucement, il s'est rendu compte de ce qui se passait et je lui ai dit la procédure dans laquelle ils étaient engagés où il était sûr de se débarrasser d'elle et de vivre finalement sa vie, c'est une position sur laquelle il est revenu. Et ça commençait à me parler intérieurement. Et puis je vais être rattrapé un peu plus tard par ma boss parce que j'étais dans un cabinet à l'époque. On va revenir sur cette histoire dans la suite. Il faudrait que tu nous dises. Et qui me dit non, écoute, non, ici tu n'es pas dans un cabinet de matrimonial ou de coaching. Hein. Non. Et puis voilà, moi ça a été un déclic. Quand elle a dit ça a été un déclic. Je me dis, attends, donc je peux en faire une activité. Ça peut être quelque chose que je peux suivre de façon professionnelle. Donc je vais me renseigner là-dessus. Et vous voyez, c'est ça ce que je dis là, la plupart du temps aux personnes que j'accompagne, que je forme. Je dis, tout peut partir en fait d'une passion. Vous pouvez être passionné par quelque chose. Ça peut être même un don que vous avez. Mais ne vous limitez pas à la passion au don. Voyez, vous pouvez aimer la chose, mais faites-vous former. C'est ça. Parce que c'est la formation qui va vous donner le contenu. C'est la formation qui vous donne en fait de mieux comprendre dans quelle dimension vous êtes capable d'aider vraiment les personnes. Parce que jusque-là, ce que je faisais, c'était du conseil. Voilà, j'écoutais les gens, j'essayais de raboter 2-3 conseils par-ci, par-là. Parfois, ça marchait, d'autres fois, ça ne marchait pas. Mais quand je vais commencer vraiment à m'intéresser à cette science-là, je vais me rendre compte que c'est pas quelque chose de, je vais dire, c'est pas du surplace. C'est vraiment toute une méthodologie. Il faut connaître vraiment la psychologie de la personne. Il faut connaître un certain nombre de principes de base pour faire de l'accompagnement. Parce que ça paraît drôle quand on accompagne quelqu'un, mais ça engage des effets de droit. Ça engage des effets de droit. Est-ce que ça t'est arrivé du coup de conseiller des couples et de nuire finalement à ces couples par Dieu exemple? Merci. Dieu merci, j'ai pas eu. Arrivé, non, Dieu merci, j'ai pas eu ce genre de difficulté. Oui. Mais par contre, je vais dire que quand j'étais pas encore formé, là on est en 2002, 2003, quand j'étais pas encore formé, je me retrouvais en fait dans des contextes où des personnes essayaient d'appliquer ce que je leur demandais, ça marchait pas. Voilà, ils se retrouvaient en fait un peu, blasés de se dire mais ce que tu nous as dit ça. On essaie, mais ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, il y avait par exemple des blocages psychologiques. Et si j'avais des outils, je leur aurais donné ces outils-là qui les auraient permis, par exemple, de se dépasser, par exemple. Okay? Ça leur aurait permis, par exemple, de comprendre qu'il y avait des recadrages à faire, il y avait un travail sur eux-mêmes à faire. Mais ce travail-là, moi, je ne le savais pas. Je me suis dit, je suis une logique. On m'explique un problème, j'essaie de regarder les tenants, les aboutissants, je donne un conseil par rapport à ça. Et je me retrouvais parfois comme ça, frustré de voir que j'aurais bien voulu que ces personnes-là changent leur situation ou voient leur situation changer, et puis rien ne bougeait en fait finalement. Il y avait des frustrations aussi qui émanaient de là. Et puis d'autres fois, tu vois, tu te dis parce que j'ai fait avec X ça a marché, si Y ça marche pas, c'est que c'est eux le problème. Donc on va avoir tendance à mettre la pression à la personne et de lui dire non mais c'est parce que tu n'appliques pas bien, ou c'est peut-être parce que tu triches avec ce que je te dis de faire, etc. Alors que dans le coaching professionnel, quand je commençais à faire des formations, tu vois, chaque fois qu'on était à un cours, j'avais les larmes aux yeux, quoi, parce que je me disais mais enfin, si j'avais fait une formation, j'aurais évité en fait de mettre les gens en culpabilité. Franchement, c'est plus facile en fait quand tu as une formation parce que les efforts, c'est pas toi qui les fournis. Les efforts, finalement, c'est ton coaché qui les fournit. Parce qu'il y a un principe de base en coaching qui dit que le coach, il est responsable des moyens qu'il met à la disposition, mais le client, il est responsable de ses résultats.
C'est tellement simple en fait. Donc voilà, quelques anecdotes comme ça, au fil des années, qui permettent de montrer vraiment la nécessité et l'importance de Je sais que tu en as l'information. énormément, donc du coup, on va parler de toutes ces anecdotes pendant tout ce podcast. Donc 2002, tu te fais rattraper par une passion que tu avais, par un don finalement qui se révèle. Et à quel moment tu décides de te lancer dans une formation pour avoir une certification pour pouvoir exercer? 2002-2003 déjà, tu vois, on est dans la période, on va dire, en Côte d'Ivoire où c'est les cabines, enfin, comment ça s'appelait? Des cybercafés. Cybercafé, d'accord. Parce qu'Internet n'est pas très, très vulgarisé, etc. Donc, il fallait, par exemple, aller au plateau, à la Sorbonne, tu prends 1 heure, 30 minutes, tu te connectes, etc. Et tu commences. Donc, les premières formations sont des formations exclusivement en ligne. Ok, donc tu les as suivies en ligne. Voilà, parce qu'ici, il n'y avait vraiment pas de centre de formation. Donc, je fais une première formation en ligne. Les formations duraient à peu près 6 mois. D'accord. Donc, on va faire la formation en ligne. Et puis, après la première formation qui va déboucher presque en 2023, je vais commencer à me lancer. Et là encore, c'est un gros poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que je vais perdre de vue l'idée même qu'en fait, un coach, c'est aussi un entrepreneur. C'est ça. Ouvrir un cabinet, gérer le cabinet, gérer des clients. Enfin, tu as appris l'accompagnement et tout ça. Mais comment tu gères des clients? C'est ça. Comment tu gères ton business? Comment tu gères ton personnel, etc. Donc, du coup, on lance le premier cabinet. On est gonflé à bloc. On est chaud, là. C'est la patate et tout. On est convaincu qu'on va tout casser en Côte d'Ivoire. On ne met même pas 3 mois, quoi. On était aux 2 plateaux automatiques, pas loin d'un supermarché de 2 plateaux là. Et puis on ouvre, on est convaincu que voilà, le truc va bien se passer, que les on gens prend des commerciaux, voilà, machin, ils vont démarcher 0. 3 mois après, on ferme la boîte. Et là, comment tu te sens alors? Est-ce que tu te dis, j'ai échoué, j'abandonne? Oui, je me dis, mais dans quoi je me suis mis? C'est ça. Dans quoi je me suis mis? Parce que là, je suis persuadé qu'avec la formation, avec les outils, les techniques, etc., ben, le truc va partir tout seul. Mais non, que nenni, ça ne part pas tout seul. Il fallait apprendre maintenant comment on gère une entreprise. Il fallait apprendre maintenant comment on devient entrepreneur. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir des outils, d'avoir un bon mindset, etc., et de ne pas l'appliquer au quotidien. Donc, il y a cette deuxième phase-là que je vais apprendre à mes dépens. OK? Je vais apprendre à mes dépens. Mais c'est vrai qu'entre-temps, avec mon épouse, on met en place une structure de com. Je lui fais un gros coucou, je l'aime comme tout. Elle est dans l'événementiel. Donc, on relance la deuxième structure à travers une structure on va dire de communication. Et puis, moi, je gère la partie, en fait, conseil. Conseil, d'accord. OK? Donc, c'est dans le conseil qu'on va mettre le coaching. Et cette structure-là va avancer, mais on va être beaucoup plus dans événementiel, communication que coaching, parce qu'effectivement, les Ivoiriens de cette époque-là ne connaissent pas vraiment le coaching. Vous voyez, tu as un contrat ici, tu suis une personne pendant 2-3 mois, après, tu passes à autre chose. Tu ne peux pas maintenir la personne indéfiniment, parce que généralement, les contrats de coaching, c'est maximum 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, pour que la personne puisse atteindre son objectif et entrer en autonomie. Et on va continuer comme ça tout doucement. On va tomber dans la prochaine crise de 2010. Et puis pour moi, la crise 2010-2011 va être une grosse opportunité. Ah, tu vas nous en parler d'ici quelques minutes. J'ai un chiffre à te montrer. Okay. On reviendra. Il faut vraiment que tu nous dises en quoi est-ce que ça a été une opportunité. J'ai un chiffre à te montrer. Est-ce qu'on peut afficher le chiffre à l'écran? 45,5%. Okay. Est-ce que c'est un chiffre qui te parle? D'emblée comme ça, non. Mais dis-moi. Ce chiffre, 45,5%, c'est le taux de divorce en Côte d'Ivoire en 2023. Okay. Et je te montrerai celui de 2022. En 2022, il était de 40,7%, si ma mémoire est bonne. Donc, entre 2022 et 2023, on voit une augmentation très significative quand même du taux de divorce. Et beaucoup de personnes nous regardent, beaucoup de personnes certainement sont dans des situations où elles ont peut-être envie de divorcer et tout. Selon toi, quelles sont les causes de divorce de toutes les personnes que tu as eu à accompagner jusque-là? Pourquoi la plupart du temps les gens arrivent au divorce au final? Parce que c'est 2 personnes qui s'aiment, voilà, c'est l'amour fou dans la plupart des cas au départ. Et qu'est-ce qui va pousser 2 personnes finalement à décider de divorcer? Eh oui, alors, dans le seul district d'Abidjan, les chiffres étaient un peu plus élevés. Un peu plus élevés, Un peu plus élevés. Et ce qu'il faut faire remarquer peut-être, c'est que le divorce a toujours existé.
Il est peut-être un peu plus accentué aujourd'hui, mais il a toujours existé. Et les raisons principales ces dernières décennies qui vont pousser au divorce sont celles-ci. Alors, en fait, les raisons pour lesquelles les gens entrent dans le mariage ne sont pas toujours les bonnes raisons. Ah, les gens entrent dans le mariage, pourquoi? Voyez. Là, ça devient intéressant. Alors, les gens entrent dans le mariage, première raison, pour faire comme les autres. Okay? Donc, par effet de mode. Aujourd'hui, le mariage fait partie des to-do. Okay? C'est sur la to-do list. De sorte que si vous êtes dans un milieu, dans un environnement que vous n'êtes pas marié, sociologiquement ou même dans la communauté, vous paraissez comme la personne qui n'a pas une bonne vie. Vous voyez, le célibataire ou celui ou celle qui n'a pas de statut marital est considéré comme une personne qui n'a pas une bonne vie. D'accord. Donc Donc, les du gens coup, se ça marient met par une pression. sociale. Ouais. Il y a cette pression sociale-là qui fait qu'à tous les coups, il faut que je me marie. Donc, le mariage donne une sorte de bonne image à la personne. Alors, toujours dans ce contexte-là, il y a une dimension folklorique dans le mariage. Vous voyez, aujourd'hui, le mariage, c'est demoiselle d'honneur, c'est l'entrée, c'est la parade, c'est les vêtements qu'on change, etc. Tout ce qu'on investit dans les mariages aujourd'hui, je lisais il n'y a pas très longtemps le rapport d'un planificateur de mariage qui disait qu'il y a des mariages qui vont jusqu'à 80 millions. Oui. 80 millions dans un mariage. Je me dis, si on mettait un dixième, de ce montant-là dans la formation au mariage, donc comprendre ce que c'est que le mariage, donc comprendre les engagements, donc comprendre les réalités qui sont liées à ce mariage-là, les gens peut-être réussiraient mieux. Donc j'ai parlé des pressions sociétales, j'ai parlé du folklore, mais la troisième des choses, en fait, c'est que les personnes qui entrent dans le mariage ne sont pas prêtes. D'accord. Quand je parle d'être prêt ici, c'est la maturité, en fait, dont ces personnes ont besoin pour qu'un mariage réussisse. Vous voyez, il y a à peu près 5 éléments de maturité qu'une personne qui désire entrer dans le mariage doit obtenir avant d'y être. Pas à l'intérieur du mariage. Tu dois l'avoir avant d'être dedans. Okay? La première chose, c'est la maturité, en fait, mentale. D'accord. Parce que je vais avoir à gérer, en fait, le mental de quelqu'un d'autre. Donc, il faut que moi-même, mentalement, je sois équipé, je sois bien. Aujourd'hui, beaucoup de statistiques montrent que les personnes vivant dans le mariage vont avoir tendance, en fait, à faire des dépressions. Mais parce que, justement, c'est un lieu aussi, on va dire, de pression. C'est ça. C'est un moment où on va avoir à prendre sur soi quelqu'un d'autre que nous. Et on n'est pas toujours dans cette dynamique-là de prendre quelqu'un d'autre sur soi quand on n'est pas bien soi-même. La deuxième chose essentielle, c'est cette maturité financière. Quand je le dis, les gens disent, mais on peut se marier. Et puis, non, je n'ai pas dit qu'il faut être milliardaire pour se marier. Je n'ai pas dit qu'il faut être millionnaire pour se marier. Mais il faut avoir un minimum. Il faut avoir un minimum parce que j'ai du mal, moi, avec les personnes qui me disent, coach, je veux me marier, mais je cherche quelqu'un pour acheter mes souliers. Ouais, coach, je veux me marier, mais je cherche un parrain de mariage pour acheter les alliances. Je veux dire, quand on n'est pas prêt, c'est comme dans tous les autres domaines de la vie. Pour quoi que ce soit, il faut prendre le temps de se préparer parce qu'on n'est pas dans une compétition avec qui que ce soit. Voyez? Donc, quand il n'y a pas cette petite stabilité matérielle et financière, ça biaise en fait le mariage. Ce qui était censé être un moment de joie, un moment de partage. Parce qu'on se marie pour donner. C'est ça. Mais quand on n'a rien, on donne quoi? Mais est-ce qu'il faut une maturité pour les deux conjoints? Maturité financière pour les deux conjoints? Je pense parce que c'est deux célibataires épanouis, heureux qui font un mariage heureux. C'est ça. Il faut éviter en fait de compter sur quelqu'un quand on va dans le mariage et de dire non, il va me rendre heureux. C'est la meilleure formule même pour échouer. C'est pour ça que peut-être on a 45,5%. Ça veut dire qu'il y a une moitié de personnes qui ont compté sur l'autre pour se dire c'est lui qui va faire mon bonheur. Il n'y a personne qui va faire votre bonheur. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est quand même ça. Quand on a des parents qui veulent que leurs filles se marient avec quelqu'un qui a de l'argent, pour les sortir un peu de la pauvreté. Ouais. On a beaucoup de cas comme ça. Et c'est la quatrième raison qui fait que les mariages échouent. C'est-à-dire que finalement, on a la pression non seulement des parents qui voient dans le mariage en fait une solution économique. Donc le mariage aujourd'hui met certaines familles à l'abri du besoin. C'est comme si quand tu te maries, tu mets ta vie à l'abri et tu mets celle aussi de ta famille d'une certaine façon à l'abri. Mais c'est grave. C'est grave parce que mettre votre enfant dans ce type de situation met déjà en mal les bases sur lesquelles son mariage est établi.
Parce que du coup, vous donnez à cet homme-là, même si au départ il aimait la fille, mais c'est un peu comme si vous lui mettiez une pression, une grosse pression. Comment votre famille peut dépendre en fait de lui? Ça, mais chez nous, en plus, donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que chez nous, les BT, en plus, on dit, on ne marie pas une personne, on marie toute sa famille. Et je pense que l'expression correcte, c'est on ne marie pas qu'une personne. C'est ça. On marie aussi sa famille. Voyez? Donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire que sa famille compte. Ça veut dire, à la base, en fait, c'était pour rétablir la question de la dot. Que certaines personnes avaient tendance en fait à balayer du revers de la main. C'est pas comme ça, certains ont compris. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si vous aimez une personne, vous devez savoir qu'elle vient d'une famille et qu'il faut honorer aussi la famille de cette personne à travers elle. Donc, en honorant cette personne, vous honorez sa famille. Comment vous l'honorez? En faisant la dot. C'était ça. Donc, quand je fais la dot, c'est la famille que j'honore. C'est un peu comme si c'est la famille que j'avais mis à l'honneur. Et ensuite, on va convoler en juste noces. Mais au final, cette phrase a été remplacée comme une sorte de délit d'engagement ou parce que tu as aimé une fille, tu as eu problème. Okay, comme on dit là, tu as eu problème. Il faut que tu embarques toute sa famille, etc. Et je pense que je le disais sur le plateau d'une émission qu'en le faisant, c'est mettre en fait votre enfant dans des difficultés. Parce que dans le couple, comme en amitié ou dans tous les domaines, il y a des moments de friction. Il y a des moments où on n'est pas content de l'un comme de l'autre. D'ailleurs, soi-même, quand on se réveille certains matins, on est de mauvaise humeur. Ça, il n'y a rien. Hein. Beaucoup de personnes vivent ça. Voilà, la mauvaise humeur, on la vit. Ça veut dire qu'il y a des moments où on n'est pas content de soi. C'est ça. Donc, a fortiori, vivre avec une autre personne de qui on peut ne pas être content. Vous imaginez, quand on n'est pas content de quelqu'un, avoir la pression de sa famille sur soi peut devenir en fait un moyen par lequel on passe pour faire mal à la personne. C'est ça. Donc j'arrête en fait, de donner de l'argent à ta famille exactement. Parce que je ne suis pas content de toi. Oui, et c'est la 5e raison en fait qui pousse au divorce. C'est l'idée de la manipulation. Parce qu'on a cédé en fait à quelqu'un une forme d'autorité, de contrôle sur notre vie par le biais du mariage. Donc du coup, on se retrouve pris dans un filet. Donc notre vie est comme sous télécommande en fait. Là, on vit au rythme des humeurs, etc. de la personne. Alors que si au départ, on avait une certaine autonomie personnelle, on savait qu'on avait cet équilibre et que ce n'était pas pour des raisons économiques, financières, etc. qu'on entrait dans le mariage, on serait plus disposé même à apprécier l'amour que la personne a à nous donner. Voilà. Quand il n'y a pas de problème d'argent, etc., on sait si c'est de l'amour ou pas. Mais quand à la base, j'ai dû partir parce que si je ne le vais pas, ma mère, mon père n'aura pas à manger, mon discernement est corrompu. Exactement. Donc du coup, je ne peux même pas savoir si moi-même j'aime la personne. Et donc au bout d'un certain moment, quand je me rends compte que ce n'est plus de l'amour, je suis piégé. Je suis piégé. Ça fait déjà peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis dans quelque chose que je n'ai pas identifié concrètement et ça devient vraiment quelque chose d'assez difficile. Voici 5 des raisons en fait qui amènent généralement cette question de divorce. En fait. Dans ces 5 raisons, je vois bien la place de l'argent, au final, qui est très présent. Mais je ne vois pas la place du sexe. Est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle plusieurs divorcent aussi? Certains rentrent dans un mariage et puis les acrobaties ne se font pas bien. Peut-être que vous allez être choqués, mais dans les raisons d'adultère, d'infidélité, de divorce, le sexe vient en 3e ou 4e position. Non, dans les raisons d'adultère, le sexe vient en 4e position. Pourquoi? Comment? Mais parce qu'en fait, les gens pensent qu'on trompe d'abord parce qu'on a envie d'aller coucher ailleurs, mais ce n'est pas vrai. La première raison, c'est le manque de respect. On dit, par définition, le plus souvent, on dit que l'homme est un prédateur, même s'il est à l'aise dans son mariage. Il a envie d'aller juste goûter ailleurs pour revenir. Pas du tout. C'est pas ça? Pas du tout. Ah non, là tu vas prendre des choses là. Non, pas du tout. Bon, donc c'est quoi les raisons qui poussent un homme à aller voir ailleurs? Des études très sérieuses ont été réalisées. Par exemple, il y a une université au Canada qui a co-animé la même étude avec une université américaine et anglaise et les résultats étaient pratiquement les mêmes. La première raison pour laquelle un homme, parce que les raisons ne sont pas les mêmes, de les hommes et chez les femmes. Un homme, il va partir ou bien il va tromper, il va commencer à regarder ailleurs parce qu'il ne se sent pas respecté. Et le respect chez l'homme n'a strictement rien à voir avec la perception commune qu'on a du respect. C'est quoi le respect? Parce que ceux qui ont tous les 3 bureaux, c'est quoi le respect? Ça, je t'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la relation de couple, l'homme va commencer à se rendre compte qu'on lui donne plus de valeur, plus d'importance, plus de poids dehors que chez lui. La façon de le prendre, la façon de le considérer.
Vous voyez, la valeur que vous lui donnez, la façon même de vous adresser à lui. Ce sont des éléments, en fait, qui travaillent dans son retrait progressif de la relation de couple. D'accord. Donc, comment l'homme veut-il être adressé? Comme un chef, en fait. Il y a ce truc. Il y a ce petit truc. Bonjour, monseigneur. Non, pas forcément ça. Mais tu vois, c'est très subtil. C'est-à-dire qu'il y a cette forme de reconnaissance de son autorité sur la relation, sur vous-même. Mais ce n'est pas une autorité de supplice. C'est vraiment une autorité de la personne qui a de l'importance à mes yeux. C'est-à-dire que je peux parler à tout le monde d'une certaine manière, mais à lui, il y a une façon de parler. Non, coach, il faut nous donner les exemples concrets. Les filles sont là, elles veulent voir. Je donne un exemple concret. C'est-à-dire que peu importe ta colère, si le président de la République est en face de toi, tu vas te ressaisir. Ah, ça c'est pas On est d'accord, hein? Peu importe ton niveau de colère, si on te dit que le président de la République est en face de toi, tu vas ravaler ta colère, tu vas trouver la force en toi de t'adresser à ton président de la meilleure des façons. D'accord. Le fait est que quand on est en face de son homme, par exemple, et qu'on est en colère, comme on dit, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. OK, donc à ce moment précis-là, tu vois, l'homme, il est dans une logique de comparaison. Tu as dit tout à l'heure qu'il a un instinct de chasseur. C'est ça. Et dans l'instinct de chasse, il y a l'instinct de comparaison. Il voit bien comment tu t'adresses à d'autres personnes. Il voit comment tu respectes d'autres personnes et comment tu t'adresses à lui quand il s'agit de lui. C'est une comparaison qu'il y a à l'intérieur de lui. Et donc, s'il se retrouve dans un autre contexte dans lequel on s'adresse à lui différemment, il va avoir tendance, en fait, à se sentir important. Donc, est-ce que c'est pour ça que la plupart des hommes sortent avec leurs assistantes, par exemple? Parce que les assistantes parlent différemment, voilà. elles respectent. Malheureusement. C'est ça. Malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'un homme qui a évolué avec une femme à un certain moment, on parle de la théorie de la femme de Galais, de l'homme de Galais, etc. Elle l'a vu d'une certaine façon. Quand le monsieur il commence à changer de statut, il commence à être quelqu'un de très important dans la société, tu vois, tout le monde le regarde d'une certaine façon. Mais quand il rentre chez lui, dans un échange, on va lui parler d'une certaine façon. La femme l'a vu avec ses lips troués. Exactement. mais en fait, votre homme, il reste votre homme. Peu importe ce qui a pu se passer ou peu importe ce qui a pu être sa réalité d'avant, etc. Vous continuez de le voir comme quelqu'un qui a de la valeur à vos yeux. Il faut continuer de travailler à cette valeur-là. Malheureusement, certains couples n'ont pas évolué ensemble. C'est-à-dire que madame a continué de regarder monsieur d'une certaine façon et aujourd'hui, il n'est pas perçu comme ça. Quand il sort dans Abidjan ou quand il sort dans Paris ou quand il sort dans, je sais pas, peu importe l'endroit où il est considéré comme quelqu'un d'important et il veut continuer de cultiver en fait ce niveau d'importance-là. Donc, il va continuer à évoluer avec des personnes qui le voient comme il veut être vu aujourd'hui. Et là, malheureusement, Mais là, tu es en train de choquer les féministes. Est-ce que ça veut dire que la femme doit être totalement soumise à son mari, comme on l'entend? Je pense que les féministes vont te tomber dessus juste après. Oui, mais elles savent que je suis de leur côté et même si je suis de leur côté, je dis les choses telles qu'elles doivent être. Voyez. Le but n'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. Quand on entre dans un mariage et qu'on décide en fait de vivre avec un homme qu'on appelle son homme, on se met en fait sous la mission de cet homme. En fait, le mot soumission a parfois été mal interprété. Être soumise à quelqu'un, c'est accepter de se mettre sous la personne, sous la direction de la personne. Ça veut dire qu'on a épousé la vision de la personne, on sait où cette personne va et on décide d'aller avec cette personne. Donc ça ne veut pas dire être moindre que cette Exactement. personne. Et ça veut dire que il faut vraiment voir le mariage dans la vision en fait d'un pilote et de son copilote. Il n'y a pas quelqu'un de plus important. Parce que si le copilote ne donne pas les informations de vol, on peut faire un crash. Peu importe qu'on ait un pilote expérimenté. Donc, chacun joue un rôle important. Et vous devez savoir qu'en fonction de la dimension d'homme que vous êtes, vous allez rencontrer aussi une dimension de femme qui peut vous supporter. Vous voyez ? C'est comme le support, en fait. Si vous prenez cette télé-là en fonction de son poids, vous devez utiliser un support qui peut tenir la télé. Si vous utilisez un support qui ne peut pas tenir la télé, le poids de la télé va écraser le support. Donc, une femme qui rentre dans la vie d'un homme, normalement, si cet homme est un homme d'un certain calibre, c'est une femme aussi d'un certain calibre. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'expression « derrière un homme se cache une grande femme ». Ça n'a pas de sens. C'est quoi? C'est à côté. À côté. Donc voilà. Est-ce que ça pourrait expliquer du coup le fait que certains hommes
ils commencent avec une dame, on va dire les femmes de galère, et quand ils arrivent à un autre statut, finalement, ils voient que cette dame ne correspond plus au nouveau statut, donc ils vont chercher une nouvelle femme, juste pour quelqu'un qui pourra les soutenir dans C'est pas dans tous les cas. ce nouveau statut. C'est pas dans tous les cas, mais si je tiens compte en fait de ces dernières années de pratique, des personnes que j'ai écoutées, des couples que j'ai écoutés, je me rends compte que l'homme, malgré tout, est très introverti. Et il prend beaucoup sur lui. Et dans cette introversion, malheureusement, dans ce que j'appelle la période de la traversée, de la grande traversée, qui peut être une période relativement longue pour des personnes qui veulent se bâtir honnêtement, qui veulent se bâtir vraiment dans le process. Honnêtement, c'est important. Okay? Ça prend du temps. Et dans ce temps-là, malheureusement, on en voit des vertes et des pas mûres. Et dans cette période-là, il faut faire attention. Je le dis il n'y a pas très longtemps sur une émission encore. Il faut faire très attention aux paroles que vous dites à un homme en situation difficile. Faites très attention. Il retient ça. Parce qu'il est déjà blessé dans son estime, blessé dans son ego. Il prend déjà cher par rapport à ce qu'il traverse, de ce qu'il sait qu'il doit prendre soin de sa femme, de ses enfants, de la famille, et qu'il n'y arrive pas. C'est déjà en soi une grosse frustration, c'est une grosse blessure. Donc, quand vous lui tenez un certain langage, quand vous lui parlez d'une certaine façon, c'est arrivé des fois où la femme, dans cette période-là, avait plus de thunes, comme on dit, et donc c'est elle qui gérait le quotidien. Mais sans le vouloir. Et parce que la femme, généralement, elle a un côté émotionnel qui est très exacerbé. Donc, il y a des choses qu'une femme peut faire sans se rendre compte. Vous savez, même dans la façon de donner de l'argent à votre homme. Tiens, là. Une frustration peut partir de là. Donc, et toi, ton intention... alors mais je veux dire qu'avec beaucoup de discrétion... Genre, mon chéri... Non, pas forcément ça. Oui, ça, c'est très caricatural. Mais je veux dire qu'avec beaucoup de discrétion, avec beaucoup de... comment je peux dire ça? Avec beaucoup d'amour. OK? Et savoir, en fait, la psychologie de l'homme. Et c'est sur ça que je travaille généralement. Amener les femmes à comprendre la psychologie des hommes. À comprendre qu'un homme, quand il donne à sa femme, tu vois, ça montre sa masculinité, ça montre son importance, ça montre qu'il arrive à faire ce qu'il est censé faire. C'est ça. Par contre, quand une femme est dans cette posture, elle blesse sans se rendre compte. Pourquoi? Mais parce que, je donne un exemple simple. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment de façon virale. Je ne sais plus trop quel est l'humoriste qui campe le rôle, mais le mec, il est à la maison avec les enfants. Il mange le garba avec les enfants et puis il lui arrache la nourriture. La femme, elle arrive, elle se plaint et elle utilise une cuvette et elle frappe la tête du gars. Elle dit, mais tu fous rien dans la maison, je me débrouille pour trouver à manger et tu arraches aux enfants, etc. C'est une scène banale, mais elle est symptomatique en fait de ce que quand cet homme va avoir une meilleure situation, il va lui rappeler cette étape. Quand il va avoir une meilleure situation, il va tout faire en fait pour lui rendre on va dire, un peu ce qu'il lui doit. Et quand il ne te devra plus rien, il va commencer à agir envers toi comme quelqu'un qui ne doit plus rien. Il y a beaucoup de relations aujourd'hui qui sont maintenues juste parce qu'on est dans la reconnaissance, on est dans la redevance. Mais si ce gars-là ne te devait plus rien, comment il se comporterait avec toi? C'est ça, en fait, la vraie réalité. Donc, ce que je dis ici, je ne dis pas que la femme devrait devenir l'esclave de l'homme. Mais je dis qu'il faut découvrir, en fait, finalement, dans l'homme de ta vie, 3 dimensions. La première dimension, c'est ton père. Tu dois pouvoir voir ton homme à la même dimension que tu vois ton père. Est-ce que tu n'es pas capable de dire à ton père, est-ce que tu n'es pas capable de faire à ton père, le comportement que tu n'es pas capable d'avoir avec ton père, tu ne devrais pas l'avoir avec ton mari. Pourquoi? Parce qu'il est le père de tes enfants. Donc, il est l'image stéréotypée, en fait, de ton père par rapport à tes enfants. Est-ce que ce n'est pas vénérer, finalement, son mari? Non, ce n'est pas de la vénération. Et puis après, si tu vénères ton mari, c'est quoi le deal, en fait? C'est quoi le blême? Mais c'est ton mari, c'est l'homme de ta vie, c'est le choix que tu as fait parmi tant d'autres. À la limite, c'est un honneur pour toi de le traiter dans... Enfin, le terme grec qui traduit mari, c'est kurios. Et kurios, en grec, ça traduit l'idée de seigneur. Donc, en fait, les femmes devraient appeler leur mari kurios, seigneur. Donc, ça veut simplement dire mon propriétaire. Ça veut dire que c'est simplement celui qui répond de moi, mon responsable. Donc, quand je rentre là, je dis à ma femme, tu devrais m'appeler kurios. Yes, mon Seigneur. Oui, parce qu'effectivement, tu réponds d'elle. C'est-à-dire que de tous les hommes de la terre, tu es le seul, en fait, à qui elle a donné un oui. Il n'y a personne d'autre, en fait, sur terre, qui soit un homme, à qui elle puisse dire oui comme elle t'a dit oui.
Donc c'est très puissant en fait. Mais souvent, on a tendance à minimiser cet aspect du mariage et malheureusement, ça a des conséquences sur le Mais du futur. coup, il faut beaucoup d'amour quand même. Finalement, il faut vraiment aimer l'homme pour l'appeler Kurios et pour le voir comme son seigneur. Mais quand on se marie juste pour de l'argent ou pour des intérêts, ce n'est finalement pas trop le cas. Donc déjà, la base est biaisée. Ouais. On va parler après de comment choisir son conjoint et tout. Donc tu dis l'homme, le plus souvent, il est infidèle. Il trompe parce qu'il n'est pas respecté. Mais il y a deux autres raisons. La deuxième raison pour laquelle un homme va tromper, c'est que malheureusement, il n'a pas eu d'éducation à la sexualité fidèle. Il y a une éducation à la sexualité fidèle. C'est quoi ça encore? Mais l'éducation à la C'est sexualité quoi ça fidèle, c'est que en fait, je n'attends pas d'être marié avant de me contenir, d'apprendre à me contenir, d'apprendre à n'avoir qu'une seule partenaire. Le désordre en fait sexuel ou l'indiscipline sexuelle n'a strictement rien à voir avec le fait que vous soyez célibataire ou marié. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est indiscipliné dans ses finances. Il ne faut pas qu'il se dise, quand j'aurai plusieurs millions, je serai capable de mieux gérer. Donc pour l'instant, comme on n'a pas l'argent de maison, ce qu'on gagne, on mange. On a cette expression-là dans la conscience populaire. Hein. Ça a été un buzz, etc. Mais c'est symptomatique de la discipline. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent, quand je serai marié, je vais me caser. C'est comme si le mariage allait pouvoir leur donner les outils pour devenir des personnes stables. Non, le mariage ne vous rendra pas plus stable. Parce que le mariage ne vous enlèvera pas dans les yeux les formes des autres femmes. Le mariage ne vous enlèvera pas dans les yeux la beauté des autres femmes. Non, pas du tout. C'est une décision que vous devez prendre et vous devez apprendre justement à vous gérer comme ça. Donc, des hommes vont aller tromper, même étant dans le mariage, même aimant leur femme, mais simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette discipline. Ils n'ont pas appris à se contenir. Mais comment se contenir? Comment avoir cette discipline? Bon, ça se fait avant le mariage. Ça se fait avant le mariage. Mais je pense que beaucoup de gens se disent, non, c'est que les religieux, ou c'est que les chrétiens, ou bien c'est que les hommes spirituels, la chasteté. Non, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est quoi? La première des choses, si vous voulez être une personne qui se dédie à une femme, c'est d'apprendre à être fidèle à vous-même. Ce sont vos principes qui vous aident, simplement. Le premier principe essentiel, en fait, c'est de vous dire quel est le genre d'homme que vous voulez être dans la vie. Définissez, en fait, le type d'homme que vous voulez être. En fonction du type d'homme que vous voulez être, il y a des attitudes qui sont rattachées au type d'homme que vous voulez être, au type de personne que vous voulez être. Et c'est en fonction de ça que vous allez mener une certaine vie. Tout simple. La deuxième chose, si vous voulez arriver à cela, c'est de comprendre, en fait, le danger auquel vous vous exposez. C'est quoi le danger? Mais au niveau sanitaire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez capter. Beaucoup de gens me disent, mais il y a le préservatif. Vous savez, ça tout de suite. Les herpès, vous ne les chopez pas parce que vous n'êtes pas protégé. Parce que ça peut se prendre dans la langue, ça peut se prendre dans la bouche. Donc, mais si on n'embrasse pas, on ne fait rien, on fait juste le truc. Donc, on ne doit pas prendre d'herpès. On est d'accord, non? Oui. Mais donc, si on a à se contenir comme ça, à ne pas aller embrasser, etc., ça veut dire que on est dans quel type de relation sexuelle? On fait un déboucaillis et puis on avance. Ça veut dire qu'au fond, on a juste envie de coucher. C'est Donc, si on a juste envie de coucher, ça veut dire que le vrai problème, ce n'est pas un rapport sexuel qu'on recherche, en fait. On veut satisfaire un manque à l'intérieur de soi. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais comme la boulimie, comme par exemple les dépenses compulsives, le désir incontrôlé de sexualité est aussi une maladie. Qu'on peut soigner. Qu'on doit soigner. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui sont nymphomanes, mais qui s'ignorent. On pense que la nymphomanie est seulement féminine, elle est aussi masculine. Et il y a une actrice, par exemple, Brigitte Bardot, qui en souffrait. C'était une maladie, une vraie maladie. Donc, beaucoup d'hommes... Il y a peut-être certains qui ne savent pas c'est quoi. La nymphomanie, c'est le fait pour un homme ou pour une femme d'avoir un désir effréné, c'est-à-dire ne peut pas maîtriser, canaliser ses envies, ses pulsions sexuelles. C'est quelqu'un qui a envie de faire 5 fois par jour. Mais il n'y a pas de 5 fois même. Tant qu'il a vu une cuisse ou bien tant qu'elle a vu quelque chose, il faut qu'il tape dedans. C'est compliqué. Parce que la personne, même quand elle a mal, parce qu'à des moments, la personne a mal. Physiquement, elle a mal. Physiquement, par exemple, son érection ne tient plus, etc. Pour la femme, par exemple, elle peut avoir des lésions vaginales, mais elle ne peut pas s'arrêter d'avoir ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc oui, ça c'est la deuxième chose. Le gars, il est malade. Il a un problème, mais il ne sait pas qu'il a un problème. Et comme la plupart des problèmes d'ordre psychologique, etc., ou psychiatrique ne sont pas perceptibles, quand tu as un palu,
on te fait le test, on voit que tu n'as pas lu. Mais pour ce genre de choses, c'est difficile à sonder, c'est difficile à diagnostiquer. Donc, du coup, on vit tous dans la capitale, on vit tous dans le monde, mais on ne sait même pas que le gars en face, il a un problème, en fait. Et puis, la troisième raison, ça va être finalement, justement, l'insatisfaction sexuelle, Oui, etc. ça, parlons-en. Ça va venir L'insatisfaction en troisième, voire quatrième ça, c'est la position. troisième, quatrième Voilà. position. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'un homme soit insatisfait sexuellement? Mais parce qu'au final, le gars, il est dans le couple, mais bon, il a une partenaire. Il a une partenaire, en fait, qui pense qu'elle n'a plus d'efforts à faire. Et ça, je le reproche à beaucoup de femmes qui avaient un comportement très passionné, très engagé avant le mariage. Et puis, quand on rentre dans le mariage, c'est un peu comme si l'objectif a été atteint. Donc, il y a un délaissement, tu vois, il y a un laisser-aller qui s'installe, alors qu'en fait, c'est quand on est marié que tout commence, en fait. C'est ça. C'est là où on doit prouver à la personne sans cesse qu'elle n'a pas eu tort de nous faire cette place-là. Donc, du coup, oui, la négligence dans le rapport sexuel. Je vais dire l'incompatibilité des temps, en fait, de désir. C'est-à-dire que souvent, parce qu'on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, on va finir par ne plus avoir de moments dédiés en fait à la sexualité. Vous savez, quand le couple ne vit pas encore ensemble, il y a des rendez-vous. Donc, d'une certaine façon, on sait que ce rendez-vous-là, on sait comment ça va finir. C'est ça. Donc, il y a une programmation qui fait qu'on est préparé à cela. Mais quand on vit ensemble, la proximité, les charges mentales du quotidien, etc., font qu'on se retrouve parfois dans un lit. Et puis, c'est dans le lit que parfois, on va peut-être solliciter la partenaire alors que peut-être elle est déjà endormie, etc. Donc, il y a cette sorte de routine qui s'installe et qui tue finalement la sexualité du couple. Expliqué comme ça, on pourrait croire que finalement, c'est un piège de décider de vivre ensemble. Ça peut être un gros piège. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit constamment en éveil, en fait. Il faut qu'on soit constamment dans cette prise de conscience que non, il y a peut-être quelque chose qui peut ne pas bien fonctionner. Donc, je dois pouvoir poser la question à l'autre, est-ce que tout va bien? On doit pouvoir, par exemple, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, se poser la question. Parce qu'on peut croire être en train de bien faire, alors que le temps, le travail, les enfants, surtout la venue au monde des enfants, c'est vraiment quelque chose qu'on désire de tout notre cœur. Mais quand les enfants arrivent, ça chamboule l'écosystème de la relation de couple. Parce que non seulement vous passez de couple à parent, dont vous changez de statut. C'est vrai. Et le petit piège dedans, c'est que quand tu veux te plaindre, ça donne l'impression que tu n'es pas très conscient. C'est vrai. Tu vois? Donc, du coup, le gars, il se tait sur ses frustrations. Et en se taisant sur ses frustrations, eh bien, il les augmente d'une certaine façon et ça va créer une division. Parce que le bébé, il veut trouver sa place au milieu des parents. En trouvant sa place au milieu des parents, il les sépare tout simplement. Donc, si les parents eux-mêmes ne sont pas conscients de ça, pour discuter, pour trouver du temps pour eux-mêmes, pour essayer, c'est là où la famille a un rôle. C'est là où les frères sont en rôle. C'est là où il faut que la famille soutienne le couple en réalité. Qu'on ait par exemple l'occasion de sortir de cet environnement-là, de confier le bébé à quelqu'un. Voilà, c'est possible. Hein. Généralement, après 2-3 mois, si la grossesse n'a pas été contre-indiquée, s'il n'y a pas eu trop de difficultés, normalement, madame devait être opérationnelle. Ouais, même jusqu'à 9 mois, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de contre-indication, c'est même conseillé que le couple ait une bonne activité sexuelle. Bon, on ne va pas être dans les roucas-cas désordonnés non plus. La position commence à être compliquée quand même. Non, mais il peut y avoir la position du lotus, par exemple, qui est une position super idéale, qui va être une position dans laquelle la femme va prendre énormément de plaisir et l'homme aussi, parce que c'est une période aussi, hein, la période de la grossesse, il y a un déferlement d'hormones, donc la femme a des sensations qui sont décuplées. Pour celles qui n'ont pas de contre-indication, je précise. Okay, voilà, vous allez aller chercher, c'est quoi la position du lotus? On ne va pas décrire ici. Donc, ce serait quoi les conseils que tu donnerais du coup à un couple qui passe par cette situation où l'homme se sent insatisfait? On fera aussi du côté de la femme, mais l'homme se sent insatisfait parce que la femme se néglige, parce qu'il y a les enfants, parce que l'environnement familial est différent. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais? Que doit faire la femme pour essayer de satisfaire son mari et ensuite le mari pour quand même aussi comprendre et satisfaire sa femme? D'accord. Comme on dit généralement dans notre contexte, c'est que toutes les situations sont contextuelles. Donc, il faut pouvoir tenir compte du contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que, par exemple, vous êtes un couple dont la femme est dans une période particulière? Parce qu'il y a des périodes particulières qui peuvent expliquer pourquoi la femme peut ne pas avoir envie
ça a une baisse de libido, ça s'explique par plusieurs facteurs. Une période de stress liée à son boulot, liée à sa charge mentale au niveau de la gestion de la maison. Parce que là aussi, les hommes, on doit pouvoir aider nos femmes. On veut qu'elles soient disponibles pour nous, mais on leur donne tout le taf à faire, en fait. Et donc, finalement, elle peut être fatiguée. Et la fatigue peut être une cause de baisse de libido. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va analyser? Je vais le dire à cet homme, essaie de voir aussi, est-ce que finalement, cette femme-là, au niveau hormonal, il n'y a pas de problème? Parce qu'il y a des femmes qui, parfois, vont avoir des baisses d'hormones. Et quand il y a une baisse d'hormones, des fois, ça peut jouer sur, justement, la disposition de la femme à vouloir avoir des rapports sexuels. Il faut tenir compte aussi de la période où vous approchez votre épouse. Parce que dans le cycle menstruel de la femme, il y a des périodes dans son cycle où elle va être davantage dans des indisponibilités, pas liées à son cycle, enfin, à ses menstrues, mais liées justement à une sorte de posture psychologique dans laquelle elle ne se sent pas bien dans sa peau, donc elle n'a pas envie. D'accord. C'est complexe, la femme. Comment on fait tout ça? C'est quand on discute avec elle. C'est-à-dire que tout de suite, quand une femme, ta femme, pas quand une femme, quand ta femme te refuse, par exemple, un rapport sexuel, il ne faut pas le prendre tout de suite au premier degré. Mais toi, tu as envie de... Je comprends. C'est pas là tu veux être compréhensif. Je suis d'accord, mais c'est là où on doit être des hommes, tu vois. C'est-à-dire capables de se mettre au-dessus, en fait, de notre instinct, de mâle dominant, etc. Et puis de pouvoir lui dire, c'est quoi le problème? Comment je peux t'aider? Quelle est la difficulté? C'est ça, en fait. Parce que si des fois, elle peut refuser, mais parce qu'elle s'est sentie comprise, parce qu'elle a bénéficié d'une écoute, d'une oreille attentive, ça peut la prédisposer ou la disposer même à un rapport sexuel. Est-ce que finalement, ce n'est pas un devoir? C'est que là, quand on commence à rentrer dans tout ça, ça commence à être compliqué. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour la femme d'assouvir quand même les besoins de son mari et vice-versa? Bon, pour quelque chose qui relève quand même de l'envie et tout ça, transformer ça en devoir, je trouve que c'est quand même un peu... Moi, je suis vraiment peut-être le seul, mais à ne pas être d'accord avec ce texte de loi qui dit que c'est un devoir conjugal. Non, ça ne devrait pas l'être. Je pense que ça devait être quelque chose qui relève aussi de l'amour qu'on a pour son conjoint. Et comme je le dis à tous les couples, peut-être, je peux ne pas avoir envie d'une pénétration. Mais qui vous a dit qu'un rapport sexuel, c'est que la pénétration? Donc, il faut que dans le couple, vous puissiez apprendre à donner du plaisir à votre homme sans que ça soit forcément une pénétration. Ça peut être une fellation, ça peut être toute autre chose que vous proposez. Ayez dans votre éventail plusieurs propositions, plusieurs offres à apporter en fait, à votre partenaire, de sorte qu'il puisse avoir une satisfaction par rapport aux besoins qu'il a. Peut-être que cette satisfaction ne sera pas forcément ce qu'il veut, mais vous auriez apporté quand même une ébauche de solution. Et à partir de ce moment-là, l'autre peut être disposé. Mais quand on refuse de manière catégorique et qu'on envoie balader l'autre ou qu'on lui donne l'impression que c'est un refus punitif, parce qu'il y a des refus qui sont punitifs. Le but, c'est de punir l'autre. Le but, c'est de lui rappeler une situation qu'on n'a pas réglée depuis, etc., etc. À ce moment-là, vous êtes en train de pousser votre conjoint progressivement à aller voir ailleurs. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, de la femme qui n'est pas satisfaite, il faut aller regarder du côté, par exemple, de l'éjaculation précoce. Là aussi, plusieurs hommes peuvent être sujets à des éjaculations précoces. Et de plus en plus, en Afrique, on remarque qu'il y a une population très jeune qui tombe en fait dans ce phénomène d'éjaculation précoce. Premièrement, parce que très consommatrice de contenu pornographique. Il faut savoir que la pornographie, ça va agir sur votre psychologie. Et votre psychologie va agir finalement sur votre biologie. C'est ça. Donc, on jouit plus vite quand on voilà, dans votre tête. Porno. Donc, il y a un décalage, en fait, entre les pensées et l'action, en fait. Donc, vos pensées vont plus vite que l'acte lui-même. Et donc, du coup, vous obtenez, en fait, un plaisir, on va dire, anticipé. Donc, ça, c'est vraiment l'un des problèmes. Et puis, comme le chien se mord la queue, on va se tourner vers des produits, en fait, pour booster notre sexualité. Donc, il y a cette idée de la performance qu'on recherche et ça, c'est vraiment la porte ouverte en fait au problème chez les hommes. Donc, il faut peut-être régler cela. Si vous êtes un homme et que vous avez été habitué à la pornographie, il faut stopper ça. C'est même pas pour des raisons spirituelles. C'est pour que vous-même puissiez vous équilibrer. Deuxièmement, c'est que cette pratique... Avant le deuxièmement, quand on parle d'éjaculation précoce, on a tendance à se demander, mais c'est quoi la durée normale d'un acte sexuel ?
Alors, au final. L'OMS dit, parce qu'il faut partir de ce que l'OMS dit, qu'un rapport sexuel normal devrait pouvoir s'effectuer entre 5,50 minutes et 12 minutes. Là, on parle de l'acte seulement. Hein. L'acte, c'est-à-dire la pénétration, sans tout le reste. Donc, dès que vous avez pénétré votre partenaire, les mouvements de va-et-vient jusqu'à ce qu'il y ait éjaculation, il faut 5,50 minutes ou 12 minutes. Donc, à 12 minutes. Les gens vont chronométrer. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour qu'une femme puisse arriver à... Généralement, c'est les médecins, c'est les scientifiques qui ont établi ces normes-là. Généralement, ça devait être suffisant. Si c'est précédé justement de tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour un rapport sexuel, dont les préliminaires. Les préliminaires vont vous permettre en fait de balayer tous les aspects qui sont autour, par exemple, des femmes, soit qui sont vaginales, soit qui sont clitoridiennes, soit qui sont cérébrales, soit qui sont clitocérébrales, etc. etc. Vous voyez? Donc, non, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des femmes juste dans la discussion, dans l'échange, cet échange qui est très romantique, qui est très sensuel, ça suffit déjà pour déclencher beaucoup de choses chez elles. Vous voyez, il y en a d'autres qui ont besoin, par exemple, du toucher, qui ont besoin, par exemple, que vous leur parliez et que vous les touchiez. Il y en a qui n'ont pas besoin de vous entendre, qui ont juste besoin que vous puissiez les toucher. Il y en a d'autres qui ont besoin de la pénétration. C'est-à-dire que peu importe tout ce que vous allez faire, s'il n'y a pas eu pénétration, il n'y aura pas plaisir sexuel. Mais comme elles ne le savent pas elles-mêmes, parce que beaucoup de femmes ignorent en fait leur anatomie, ignorent vraiment leur anatomie. Donc c'est souvent dans la pratique qu'elles vont se rendre compte qu'avec un tel, je prends mon pied, mais avec un tel autre, je ne prends pas mon pied. Mais généralement, parce qu'elles n'ont pas appris à connaître leur corps, etc., à l'explorer, elles ne le savent pas. Or, lorsque vous pratiquez, par exemple, une bonne, on va dire, de bons préliminaires, ça balaie tout ça. Parce que dans les préliminaires, vous allez vous embrasser, vous allez vous caresser, vous allez pas avoir des attouchements, etc. Donc, du coup, vous touchez peut-être inconsciemment, involontairement, toutes les zones, en fait, qui sont censées réveiller le désir ou le plaisir chez votre partenaire. Et les préliminaires, généralement, on recommande que ça soit entre 10 et 15 minutes. Au moins. Ça prépare, en fait, la femme. Parce que le plaisir de l'homme est de type ascenseur. L'homme, il va très, très rapidement. Et le plaisir de la femme est de type escalier. Donc, si vous prenez 10 à 15 minutes de préliminaire, et que même si vous êtes dans une fourchette de 2-3 minutes, etc., vous voyez, si vous rajoutez les 10-15 minutes, vous êtes à 17 minutes à peu près. Vous avez préparé suffisamment votre partenaire et il suffira de peu pour provoquer en fait l'étincelle qui va l'amener à prendre le pied. Mais si vous êtes vraiment direct et que, mon cher, l'éjaculation précoce, c'est entre 0,5 secondes et maximum 2 minutes. C'est ça. Donc, maximum 2 minutes. C'est-à-dire à peine vous avez effleuré votre partenaire. Donc il y a l'éjaculation précoce clinique, mais vraiment chronique, où même une simple caresse suffit pour vous faire éjaculer en fait. Ça, c'est compliqué. Voilà, donc il y a des personnes qui sont à ce stade-là. À ce moment, il faut se faire aider par un urologue qui va vous aider à gérer la situation. Parce que là, il est complètement malade. Je vois certains là se dire, mais ils sont en train de parler de quoi comme ça sur une chaîne de business? Non, pas de sexualité. Mais écoutez les gars, quand vous finissez vos business, vous finissez tout ça, la finalité, c'est ça. Mais ça prépare le business. Ça prépare le business. Ouais. Pour nous dire encore. Non, si, vous savez que un homme qui est équilibré émotionnellement, qui a une bonne sexualité, il est disposé en fait, comment je peux vous dire ça? C'est déstressant au final. Mais parce qu'en fait, un rapport sexuel déclenche un certain nombre d'hormones. Et il y a une hormone très importante qui est l'hormone du bien-être, c'est la sérotonine. Et cette sérotonine-là, il est démontré que lorsque, par exemple, une personne est en train de réfléchir à un projet, est en train de se focaliser sur une idée, est en train de travailler sur un projet, etc., c'est l'hormone qui va se libérer en grande quantité. Le problème, c'est que quand la personne qui est concentrée sur un projet ou qui travaille sur une idée, etc., est frustrée sexuellement, cette hormone ne se libère pas. Il faut dire ça encore. Donc, ça veut dire, quand on réfléchit comme ça beaucoup, il faut d'abord bien se mettre en jambe. Raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que les hommes d'affaires ou les businessmen, ils ont des rapports sexuels avec des filles, après ils prospèrent. Il peut y avoir une raison spirituelle, mais la raison n'est pas d'abord spirituelle. Le génie. On parle même de transmutation sexuelle. Vous savez, la transmutation, c'est ce qui permettait, par exemple... Il ne faut pas faire, les choses vont se passer. Non, mais c'est vrai. Juste après ce podcast. L'énergie de la transmutation, ça vous permet en fait de canaliser votre énergie sexuelle avec une seule partenaire et de réinvestir cette énergie dans vos projets.
Exact. De réinvestir cette énergie dans vos idées, etc. Après un rapport sexuel, par exemple, excusez-moi, Picasso, il peignait des choses extraordinaires. C'était toujours après des rapports sexuels. Par exemple, tous ces tableaux, il les peignait juste quand il avait des rapports sexuels. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est Il y a que un état d'extase qui se produit. les entrepreneurs devraient avoir une vie sexuelle bien Très épanouie. épanouie. Très épanouie. Vous savez, je dis quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de gens, Choc, s'il te mais plaît. un entrepreneur devrait avoir une vie de couple à la même dimension qu'un pasteur ou un imam. Si de la même façon qu'un pasteur ne peut pas jouer avec sa vie sexuelle ou devrait être épanoui, vous imaginez un pasteur frustré sexuellement? Vous imaginez le type de message qu'il prêche? Vous imaginez un imam qui n'est pas épanoui sexuellement? Non, ce n'est pas possible. Et voyez l'investissement que les épouses de ce type d'hommes, leaders, ont auprès de leurs époux. C'est important, en fait, que si vous êtes la femme d'un investisseur, vous êtes la femme d'un homme d'affaires ou d'un entrepreneur, vous devez comprendre que vous avez choisi quelqu'un qui a un métier à part entière. Et vous jouez un rôle déterminant sur sa réussite. Vous ne pouvez pas vous comporter avec un entrepreneur comme on se comporte, excusez-moi, avec un salarié. Le salarié, il est paisible, en fait. Il est programmé pour des fins de mois. C'est vrai. Donc, il a un écosystème de famille qui n'est pas le même. Même le quotidien de l'entrepreneur, c'est rythmé en fait par ses projets, par ses entrées ne sont même pas toujours certaines. Donc, il faut pouvoir aussi parfois, chers entrepreneurs, préparer vos conjointes ou conjoints à ce que vous êtes. Il faut leur expliquer dans quoi elles s'engagent aussi. Parce que c'est un sacerdoce que d'épouser en fait un entrepreneur. Donc il y a tout ce challenge-là de prendre soin vraiment de lui pour que lui, en retour, il puisse prendre soin du business qui va ensuite prendre soin de la famille. Mais est-ce que ce manque de satisfaction sexuelle est peut-être l'une des principales raisons du divorce chez les entrepreneurs? Parce qu'on a vu que le pourcentage est beaucoup plus grand. Le pourcentage est beaucoup plus grand. Et vous remarquerez, si vous faites une petite analyse, moi j'étudie énormément la vie de couple des entrepreneurs à succès dans le monde. Ils ne sont pas nombreux à être mariés. Clairement. Ils ne sont pas nombreux à être restés mariés. C'est ça. Vous voyez, le dernier exemple en date, c'est Bill et Melinda Gates. Exactement. On se demande, mais on ne peut pas dire qu'on divorce pour des raisons d'argent. Eux, ils ne sont plus à ce niveau. Mais ils avaient l'air aussi fusionnels. Donc mais très fusionnels. C'est quoi, en fait, parce qu'à un moment donné, en fait, si vous êtes vraiment investi dans ce que vous faites, je veux dire que vous n'allez pas trouver le temps nécessaire à consacrer pleinement dans votre relation de couple. C'est un sacrifice, en fait. Donc, si vous avez une partenaire qui ne comprend pas ça, surtout dans la période, on va dire, de mise en orbite, d'amorçage de votre business, ça va être très compliqué. Il faut vraiment, à ce moment-là, il ne faut pas une fillette dans votre vie. Il faut une femme. Il faut une femme qui comprenne la vision. C'est ce que j'expliquais. Qui comprenne la vision et qui se soumette à cette vision. Et qui comprenne que là, à ce moment-là, j'ai besoin de l'appuyer, de l'assister. Et à ce moment, je vais dire que... il y a des moments où le mec, il est tellement à fond sur ses projets que, il n'a plus d'érection. Et là, comment J'accompagne des entrepreneurs comme ça, qui n'ont plus d'érection, mais parce qu'il est à fond dans un projet. Donc, tu vois, son focus s'est déplacé, en fait, sur son projet. À ce moment-là, c'est d'amener une période, en fait, de décrochage progressif où on va les aider, par exemple, à faire des sorties. On va les amener, par exemple, à faire un voyage, etc., pour les reconnecter. L'entrepreneuriat, c'est pas du jeu. Hein. Là, on aborde une question très importante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent cette chaîne et je veux vraiment qu'on insiste dessus. Du coup, comment... on va parler de la conjointe, mais aussi du conjoint. Dans tout ce qu'on dira pour la conjointe, ça peut être aussi pour le conjoint. Comment une conjointe d'un entrepreneur qui est dans une phase d'amorçage ou même dans une autre étape de l'entrepreneuriat peut aider finalement son conjoint? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, toi, tu le sais bien, quand on se lève le matin, c'est d'abord notre projet, ou bien nos projets pour ceux qui en ont plusieurs. Le soir, c'est le projet. Donc, l'autre conjoint se sent délaissé, sans que ce ne sont plus les mêmes centres d'intérêt. Donc, forcément, intrinsèquement, l'autre aura tendance à se plaindre, à demander plus de temps, plus de considération. Donc, quelle devrait être l'attitude, le comportement, en tout cas selon tes conseils, de quelqu'un qui sort avec un entrepreneur ou une entrepreneur? Ok, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le couple lui-même s'entende sur le type de relation
qui est en train d'être construit. Parce ça. que si je suis avec un entrepreneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour choquer un tout petit peu, c'est comme si j'étais avec un pasteur ou avec un imam. Si donc la femme de l'entrepreneur se met dans cette disposition, alors elle comprend qu'elle est avec quelqu'un de particulier. Donc si je suis avec quelqu'un de particulier, il faut que ce quelqu'un de particulier là aussi ait des moments d'échange avec moi sur ces challenges. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on se confie à tout le monde, sauf souvent nos épouses. Okay? Parce qu'on se confie à des gens, on se dit, ils sont capables de comprendre le challenge, ou on va vers peut-être des mentors, on va peut-être vers des frères qui sont dans le même business, etc. Mais il faut souvent faire de nos épouses nos premières conseillères. Ça permet en fait de rattraper le gap. Donc, si mon épouse est ma première conseillère, si je la mets au fait du business, ça va permettre en fait à mon épouse de comprendre en fait le rôle qu'elle peut jouer dedans. Est-ce que ça voudrait dire mettre du coup son épouse dans le business avec Pas soi? forcément, pas forcément. Mais au moins, elle est informée, elle sait ce qui se passe. Je lui explique en fait les différentes étapes. Je prends l'exemple de certains entrepreneurs qui sont par exemple sur des appels d'offres. Cette période-là, c'est une période d'insomnie. Parce que le mec, il faut qu'il réunisse tous les documents, il faut qu'il... Et dans cette période-là, le monsieur peut avoir, par exemple, des arrivées tardives à la maison, il peut avoir des départs très hâtifs aussi de la maison. Il est un peu comme décalé, en fait, de la réalité. Mais ça, si je n'explique pas à mon épouse qu'en ce moment, on est sur tel marché ou on est sur tel appel d'offres, donc ça va demander de ma part que, par exemple, ci ou que, par exemple, ça, elle ne saura pas. Parce qu'elle va travailler avec les informations que tu vas mettre à sa disposition. Donc, j'encourage nos amis entrepreneurs à échanger énormément avec leurs partenaires. Peut-être aussi, l'un des problèmes est en amont. Il faut peut-être choisir aussi une femme qui soit un peu au fait. Je me dis souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne devrait pas choisir n'importe quelle compagne. Le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à l'entrepreneuriat. Donc, on ne sait pas qu'on va devenir entrepreneur. C'est vrai. Dans notre communauté, dans notre société. Oui, c'est vrai, mais je me dis que des fois, en fonction de la vision globale qu'on a de notre vie ou du type de personne qu'on rêve de devenir, on devrait choisir des femmes, pas forcément intellectuelles, non, mais des femmes qui sont avenantes, des femmes qui ont une dimension de mère. Surtout ça. Pas des filles de boîte de nuit, machin. Excusez-moi, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pour d'autres types d'hommes, en fait, parce que l'entrepreneur, c'est ça. Et puis, un autre élément fondamental sur lequel je veux insister, c'est que des fois, il va arriver, en fait, que la femme ait fait tous ces efforts-là, et puis que l'homme se dise, bon, elle comprend. C'est là où je vais m'adresser aux entrepreneurs. C'est-à-dire que les gars, lorsque c'est le temps pour bosser, etc., bosser, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez du temps pour votre famille, soyez dans le temps de qualité. Soyez dans du temps d'investissement. C'est parfois difficile. Je suis d'accord, mais une heure. Les projets sont là. Mais même une heure. Ils ne sortent pas. Même une heure que tu consacres à tes enfants, à ta femme. S'ils savent que ce temps-là leur est dédié, je t'assure, ils prennent ce temps-là, ils le respectent et tout le temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, moi, je suis arrivé à un rythme où je m'impose 2 fois des vacances dans l'année. J'ai les vacances que j'ai aligné mes vacances annuelles sur la période de congé scolaire. Donc, du coup, entre juillet et août, on est en vacances. De quelle période à peu près? De quelle durée? 30 jours à peu près. 30 jours de vacances? Oui, je prends 30 jours de vacances. Parce que je me dis, finalement, même si je tombe aujourd'hui que je meurs, tu sais, le business va continuer. Et j'aurais donné une part même de marché à mes concurrents. C'est pas bon. D'accord. Moi, j'ai pris 30 jours de vacances cette année. Mais il faut s'exercer à ça. Il faut s'exercer à ça parce que du coup, dans ce temps de qualité qu'on consacre à sa famille et à ses enfants, du coup, ils comprennent pourquoi. Ils comprennent pourquoi on fait tout ça. D'accord. Tu vois, voilà, on a passé du temps, j'ai pu échanger avec mon fils, avec ma fille, avec mes enfants, etc. J'ai pu avoir du temps avec mon épouse, loin en fait des appels, loin des rendez-vous, etc. Et du coup, ils savent que ce moment-là, c'est un moment privilégié pour eux. C'est un moment que je leur donne. Même si dans l'année, ils ne m'auront qu'une fois comme ça, hein, du matin au soir, on fait plein de trucs, mais ça te permet en fait de voir tes enfants grandir. Moi, ma dernière fille, par exemple, elle a 13 ans. Ok, la première a 20 ans. Mais parfois, je ne les ai pas vus grandir. Des fois, tu la vois et tu te dis, mais comment tu portes des trucs comme ça? Depuis qu'elle est sur TikTok, elle est sur des trucs comme ça, je dis, ah ouais. Mais ça, tu ne le vois pas parce que tu pars très tôt le matin et tu reviens très tard le soir.
Et des fois, vous ne pouvez vous parler peut-être qu'au téléphone ou peut-être les samedis. Les samedis, tu es fatigué, tu as envie de te reposer et tout le monde sait que papa est fatigué, il faut le laisser se reposer. Donc, c'est le temps qui passe et il y a beaucoup de choses dont tu ne te rends pas compte. Tu ne vois pas ta maison évoluer, tu ne vois pas ta maison fonctionner. Donc, je demande, en fonction des réalités de chacun, mais prenez du temps de qualité avec vos familles, où ils savent que ça, c'est leur temps à eux. Et puis, avec votre épouse, par exemple, il faut avoir du temps. Le temps de famille est différent du temps du couple. Il ne faut pas mélanger les choses. Des fois, on dit, OK, on sort tous, on les embarque tous dans la voiture, on fait un truc, on revient. Ce n'est pas pareil. Il faut prendre du temps avec votre épouse. Et ce temps que vous prenez avec votre épouse, moi, par exemple, quand c'est possible, je la trouve à son bureau, un vendredi entre midi et 2, je la prends, on va quelque part, on fait le week-end, on rentre. Du coup, moi, ça m'aide à colmater ces brèches-là, parce que moi qui parle de couple, moi qui parle d'écosystème de couple, mais le business derrière, c'est quoi? C'est que, en fait, tu te retrouves à accompagner des personnes au quotidien, donc tu as des clients, etc. Mais tu finis par ne plus avoir du temps aussi pour ta famille. Voilà, donc je vais dire qu'à un moment donné, on fait un boulot qui nous amène souvent à ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire, tu te poses l'action de savoir est-ce que je suis en alignement avec ce que j'apporte aux gens. Est-ce que finalement, je ne suis pas moi-même en train de passer à côté, en fait, de ce que je suis en train d'aider d'autres personnes à réussir. Et puis au final, quand on réussit dans son business, quand on réussit dans son entrepreneuriat, quand on est au sommet, en fait, de ce qu'on a toujours rêvé de devenir, avec qui on le partage au final? Ça m'arrive de voir des entrepreneurs qui ont tout réussi. Et un architecte me le disait, il dit, généralement, quand tu sais, la femme avec laquelle le gars il est venu faire le plan n'est pas celle avec laquelle il vient habiter dans la maison. Wow. Je dis, mais comment ça? Il trompe ou quoi? Il dit, non. C'est que le mec, il était tellement à fond dans son projet qu'au final, la femme a dû partir. Et c'est finalement une autre qui ne savait rien des plans, quand elle a dit si, ça, machin. C'est une autre qui vient et qui est dans la maison, en fait, au final. Et ça, beaucoup d'hommes se disent, non, il y a à un moment donné, j'ai raté ma vie. Car il y a une grosse différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est quoi? Réussir dans la vie, c'est... Je me suis donné des objectifs. Ouais, j'ai coché toutes les cases, sont bonnes, il n'y a pas de problème. Mais réussir sa vie, c'est... J'ai coché des cases, mais j'avais en fait des priorités que j'ai su respecter. Il y avait un point de départ, un point d'arrivée. Et entre ce point de départ et ce point d'arrivée, il y a des choses avec lesquelles j'avais voulu arriver. Et je n'ai pas fait abstraction de ça. Et donc, par exemple, ma famille, par exemple, ma foi, mes valeurs, je ne les ai pas sacrifiées. Pour nous qui faisons du coaching éthique, on met vraiment un point d'honneur sur ces éléments-là. C'est-à-dire réussir, oui, mais pas à tous les prix. C'est vrai. Donc, il faut vraiment que ta réussite soit quelque chose que tu peux partager. Il y a des réussites aujourd'hui qui n'ont pas d'histoire. On ne peut pas te dire exactement comment le gars il est arrivé là où il est parce que c'est bizarre. Tu vois, il n'y a pas de parcours. Et c'est ça, en fait, réussir sa vie. Vous voyez, c'est avoir le parcours, c'est avoir un point de départ, un point d'arrivée et pouvoir regarder en fait son parcours et en être fier en fait. Pouvoir dormir et se réveiller le cœur tranquille parce que même si le business foirait aujourd'hui, on pourrait le reprendre depuis le point de départ jusqu'à créer encore une autre activité. C'est ça en fait qui fait la particularité finalement des entrepreneurs à succès. C'est qu'ils ont vraiment un process et c'est qui fait que des fois les gens ils peuvent vendre leur business et reprendre un autre business parce qu'ils savent comment le truc fonctionne. Pour moi c'est ça en fait l'élément essentiel à l'intérieur. Donc le plus important selon toi d'une vie, même pour les entrepreneurs, c'est de réussir quand même leur vie de famille. Ouais. C'est le premier business. C'est le premier business. Et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs modèles, en fait. C'est un des meilleurs indicateurs. Parce que la famille, le couple, les enfants restent un moteur de dynamisme, en fait. Au final, je fais tout ça pour qui? Je fais tout ça pour quoi? Si ma raison d'être dans ce business-là, c'est la joie de mes enfants, c'est leur équilibre. C'est vrai que j'apporte quelque chose à la société, c'est vrai que j'apporte des solutions, mais les premières personnes qui devraient vraiment jouir de ces solutions-là, c'est mon cercle intime, ce sont mes proches, c'est comment j'apporte de la valeur à mes proches. J'aime bien une citation de Franck Nicolas qui dit que si vous voulez aider les personnes pauvres, il ne faut pas en faire partie. C'est clair. Donc, si je veux vraiment être un vrai soutien pour ma famille, oui, je vais être dans cette dynamique de l'entrepreneuriat, je vais bosser dur, mais quand je bosse dur, ça doit pouvoir apporter quelque chose de bien
dans cet écosystème-là. Ça ne doit pas être contre eux. Je vois beaucoup de fils et de filles d'entrepreneurs à succès plongés dans la drogue, plongés dans beaucoup de choses. Parce qu'en fait, finalement, notre business devient un poison pour eux. Et ils ne veulent même pas entendre parler, en fait, de succession de ce business. Ils ne veulent même pas entendre parler, en fait, de l'environnement des affaires de leurs parents parce qu'ils ont vu ce business-là les éloigner de leurs propres parents. Donc, moi, je fais vraiment le parallèle avec ces choses-là. Et si on prend le temps de se poser, de réfléchir par rapport à ça, on va trouver vraiment un tout petit peu de temps à consacrer à nos familles qui souffrent malheureusement du choix que nous avons fait d'être entrepreneurs. Je ne sais pas si un seul podcast suffirait pour vraiment saisir vraiment toute l'essence que tu as partagée. En tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Mais quand même, je veux qu'on revienne sur un truc parce qu'on a donné les raisons pour lesquelles un homme tromperait sa femme, mais on n'a pas donné les raisons pour lesquelles une femme tromperait son homme. Ouais. Donc, quelles sont ces raisons? Écoutez, c'est un peu pareil, mais voilà la différence. Une femme, en fait, va commencer à vous tromper. Eh bien parce qu'elle n'est plus vue dans vos yeux comme la femme qu'elle était. Elle n'est plus désirée. Vous voyez, si vous êtes avec une femme et qu'à un moment donné, vous avez le sentiment que c'est un acquis, il y a des détails sur lesquels vous ne faites plus attention. Vous voyez, des détails anodins, comme quand elle a changé de fraîche manicure, comme quand elle a changé de coiffure. Ce sont des petits détails auxquels vous ne faites pas attention. Elle a fait une épilation, vous ne savez même pas qu'elle a fait une épilation. Elle a changé de parfum, vous ne savez même pas. Vous voyez, il faut déjà voir. Ce sont des petits détails sur lesquels, par exemple, quelqu'un à côté va commencer à faire attention, commencer à faire des compliments, commencer à lui dire qu'elle est encore belle, etc. Et il faut surtout faire attention quand vous avez une épouse, par exemple, qui est passée par la maternité. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les femmes qui vont sortir finalement de leur relation de couple ou qui vont avoir des amants sont des femmes qui ont déjà eu 1 ou 2 enfants. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps a changé et il y a un manque de confiance qui est venu s'installer. Même si elles paraissent toujours aussi sûres d'elles comme elles le prétendent, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a un rapport au corps qui est différent. Donc, avoir quelqu'un, par exemple, qui prend de ses nouvelles, qui la complimente, elle est dans son environnement de travail. Son mari ne remarque pas ces choses-là. Donc, l'infidélité ne commence pas quand on couche avec quelqu'un d'autre. Hein. L'infidélité commence quand on commence à apprécier les compliments d'un autre homme que celui qui est censé, en fait, nous donner ces compliments-là. Donc, ça commence là. Et puis, deuxième chose qui va faire qu'une femme va partir, au final, c'est qu'elle ne se sent pas écoutée. Donc, d'abord, elle ne se sent pas vue. 2, elle ne se sent pas écoutée. C'est-à-dire que ses avis ne comptent pas vraiment pour toi. Alors que, par exemple, elle peut être un bon conseil pour quelqu'un d'autre. Elle voit à quel point elle peut impacter quelqu'un par les conseils qu'elle peut donner. Comment quelqu'un d'autre peut prendre vraiment, tu vois, avec beaucoup de considération, les conseils qu'elle peut donner. Ça va faire partie progressivement de votre épouse. La troisième chose qui va faire partie finalement une femme, c'est effectivement ce sentiment-là que tu ne construis pas avec elle. Voilà. Quand la femme ne voit pas d'avenir, mon gars, peu importe que tu sois un don Juan, peu importe qui tu es, si elle ne voit pas un avenir avec toi, si elle ne se voit pas en train de construire quelque chose avec toi, si elle n'arrive pas à se projeter, c'est mort là. C'est mort à tous les coups. Ça va mal se passer. Beaucoup de gens pensent que les femmes partent pour de l'argent. Non, elles partent parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et la sécurité, souvent, ça passe aussi par ça. Et puis, quatrième et dernier point qui va faire qu'une femme va partir, c'est le même point que celui qui s'est développé pour les hommes. Il y a des femmes, justement, qui sont insatiables. Donc, c'est un problème soit d'éducation, c'est un problème soit donc de désordre, d'indiscipline dans leur façon d'être. Ça veut dire qu'elles ont toujours fonctionné comme ça. Le mariage a essayé de canaliser un peu les choses, mais bon, on a beau chasser le naturel, parfois il revient au galop. Voyez. Et puis, dernièrement, il y a une étude nigériane qui a été faite par des femmes nigérianes, par un site de Gossip là, qui a expliqué qu'en fait, aujourd'hui, depuis en tout cas 12 ou 15 ans, les femmes qui basculent en fait dans la tromperie, du fait du genre d'amis qu'elles côtoient. Jim Rohn disait donc que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Je pense que cette vérité-là se vérifie à ce niveau-là. Donc, le type d'amis qu'elles ont, le type de filles avec lesquelles elles traînent, peuvent finalement, c'est-à-dire si elles se retrouvent avec, ça s'appelle le syndrome d'Emma de Bovary, c'est-à-dire que si elles se retrouvent avec des femmes qui ont déjà passé le pas, c'est plus facile en fait pour elles de se dire pourquoi pas. Donc, il faut faire attention aux amis. Donc, par l'effet d'accoutumance. Oui, il faut faire très attention à ce type d'amitié-là. Surtout quand vous êtes marié et que vous n'avez que pour amis les célibataires, il faut faire super attention à ça.
Ok. On fait très attention. Ouais, passionnant. J'ai une autre image pour toi. J'en ai même deux autres. On va rapidement les faire. On va rapidement les voir. Donc, on va mettre une image. Donc, comme on est en train de parler de femmes, qu'est-ce que ça t'inspire? BBL. Ah, tu connais. Ouais, parce que oui, je vois très souvent au cabinet des personnes qui veulent venir se préparer mentalement et tout ça. Non, mais pourquoi ce phénomène? Qu'est-ce que tu en penses? Manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi. On a ce qu'on appelle une image projetée, en fait, qui est l'image actuelle de la société. C'est comme si on avait stéréotypé la femme, la belle femme, c'est. Vous savez, il y a une époque où pour être une belle femme, il fallait être mince. Et puis voilà, cette période est passée. Il y a une autre période qui est venue principalement avec des influenceuses américaines. Donc Kim Kardashian, la porteuse du phénomène. Je crois que vraiment, au fond, vraiment, je vais peut-être blesser, choquer beaucoup de femmes, mais c'est l'expression d'un manque de confiance en soi. Vous voyez, à la base, dites-vous bien que vous ne serez jamais une personne parfaite. Peu importe. Après, ce n'est pas parce que vous mettez voyez, ces éléments-là que ça vous change. La vérité, c'est que, vous voyez, tel que vous êtes dans votre tête, vous le restez. Peu importe ce que vous pouvez mettre sur vous, etc., tel que vous êtes dans votre tête, vous le restez. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'elles vont aller chaque fois augmenter le volume. Celles qui ont commencé à faire des seins vont avoir des seins beaucoup plus volumineux au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas leur corps. Le problème, c'est leur mindset. Mais la plupart du temps, elles vont dire que elles font ce que les hommes aiment, finalement. Mais les hommes, ils aiment quoi, finalement? C'est ça, c'est ce que j'appelais la théorie du chien qui se mord la queue. Parce que vous allez vous rendre compte, on va rentrer dans quelque chose de très sexuel. Hein. Vous voyez, les hommes, ils vont vouloir des femmes qui ont ce postérieur-là. Ça s'appelle la pygophilie. Okay? Donc, les hommes vont être de plus en plus pygophiles. Or, dans chaque continent, Dieu a fait que les mensurations du pénis d'un homme ont certaines proportions en fonction, en fait, du type de femme. C'est ça. Okay? Les Asiatiques vont avoir un pénis plus petit par rapport au type de femme qu'ils ont. Donc, quand vous commencez à avoir des postérieurs de ce type-là, vous allez avoir des hommes qui ne pourront plus être capables d'avoir des pénétrations satisfaisantes. Donc, les hommes, à leur tour, vont chercher à faire quoi? À agrandir et à élargir leur pénis. Mais est-ce que ça, c'est vraiment possible? Bon, mais c'est ce qui se passe. Ouais. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que sur les mêmes affiches, vous avez grossi fesses, grossi pénis. Vous voyez? C'est un phénomène sociologique dangereux dans lequel on est en train de s'engager. Donc, plus elles vont avoir des postérieurs beaucoup plus gros et les hommes auront beaucoup de mal à les satisfaire. Et comme elles sont insatisfaites, eh bien, elles vont chercher à avoir des hommes capables de les satisfaire et c'est le chien qui se mord la queue. Donc, il faut comprendre qu'au-delà du phénomène de beauté, etc., il y a une incidence sur la sexualité. Parce que, disons-nous bien, disons-nous vrai, quand on fait ça, le but, c'est quoi? C'est pas d'être bien forcément dans sa peau, c'est de plaire. C'est ça. Donc, il y a une envie de plaire. OK. Maintenant, la question que je pose, c'est à qui vous voulez plaire, fondamentalement. Est-ce que vous voulez plaire à votre mari? Est-ce que vous voulez plaire à votre homme? OK, il n'y a pas de problème. Si c'est à votre homme que vous voulez plaire, est-ce que vous lui avez posé la question de savoir si c'est ce qu'il veut? Une étude a montré récemment que la plupart des hommes disaient elles n'ont pas besoin de le faire. Donc, finalement, pour qui elles le font? Est-ce qu'ils disent la vérité? Mais après, on se pose la question, pourquoi les hommes ne diraient pas ouvertement que c'est ce qu'ils veulent? C'est ça. Voilà. Après, ça reste des fantasmes. Mais est-ce que tous nos fantasmes, au final, doivent être réalisés? Donc, comment je vois ça? C'est ça que ça m'inspire, en fait. Si on travaille là-dessus, en tout cas pour les personnes que j'ai accompagnées, elles n'ont pas eu besoin d'avoir recours à ça. Ah, donc finalement, elles venaient pour avoir conseil, exactement, pour être accompagnées, pour faire parce ça. Parce qu'il y a une peur. C'est des opérations, il y a des contre-indications, parfois, il y a des gros problèmes derrière. Donc, il y a une peur. Mais elles comprennent qu'en fait, au final, il faut t'accepter tel que tu es. Si tu as un problème de santé, fais-toi accompagner, par exemple. Fais du sport, par exemple. Fais des squats, ça peut te permettre peut-être d'atteindre les mêmes objectifs, peut-être avec un peu de temps. On est dans un siècle aussi où on veut du tout de suite et maintenant. Exactement. On ne veut pas de la construction, on ne veut pas des choses qui se font avec le temps. Donc tout ça, c'est dans le même univers, quoi. Okay. Mais c'est pour moi, non. Une autre image, peut-être la dernière. Oh, ça c'est petit. On peut avoir une, voilà. On peut agrandir. Bon, des pigmentations, ouais. Voilà. Oui, bien sûr. On est dans le même compte. On est dans le même problème. Ouais, donc, on est dans le même problème. Aujourd'hui, les dames vont vouloir faire ça, se dépigmenter la peau. Tout ça encore pour plaire aux hommes? Je lisais une étude de Amadou Ampateba.
je crois, et qui parlait du complexe du blanc. Et ça, c'est quelque chose qui est très lointain. Hein. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé dans les années 60 à peu près, quand nos colonies commençaient à être indépendantes, etc., et que le succès se mesurait à la capacité pour un noir d'avoir une compagne blanche ou une compagne de couleur. Donc le phénomène commence là. Il commence beaucoup plus en Afrique centrale, où le phénomène de la femme blanche était l'accomplissement ultime en fait d'une société. Et puis finalement, ça va continuer dans nos générations là, mais c'est un problème d'image de soi. Alors que de l'autre côté, c'est un problème de confiance en soi. Quand je parle de BBL, etc., ici, c'est un problème d'image de soi. C'est qu'on veut avoir une image qui nous projette comme une personne qui a réussi. Parce qu'on dirait que, bon, les femmes claires ou les femmes de couleur, etc., sont plus belles, etc. Donc, oui. Et donc, pour ces raisons-là, on va utiliser des produits à base d'hydroquinone, à base de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de chimistes, hein, des gens qui n'avaient même pas 2/20 en physique-chimie à l'école et qui juste improvisent, chimistes, etc. Moi, je crois très sincèrement que les pouvoirs publics devaient pouvoir jeter un coup d'œil dedans parce que c'est un problème de santé publique. Okay. On le voit comme ça, mais à la base, il y a des cancers. Exactement. On les voit comme ça, mais à la base, il y a des problèmes d'infertilité. Aujourd'hui, la médecine a établi le rapport entre l'infertilité chez la femme et l'utilisation de ce type de produit-là. Donc après, elles sont toutes belles, elles sont toutes claires, et après, elles s'étonnent qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou bien le cycle est perturbé, mais c'est des produits chimiques qui, lorsqu'ils rentrent en contact avec votre organisme, vont produire d'autres réactions qu'on ne peut pas maîtriser et contrôler. Donc oui, on est toujours dans ce concept-là. Moi, je dis, si vous êtes noir, il y a forcément un homme qui vous aimera comme ça. Exactement. Si vous êtes clair, il y a un homme qui vous aimera comme ça, mais si vous devenez la femme claire que l'homme qui cherche une femme noire cherche, du coup, célibat. Hein. C'est clair. Parce qu'il la cherche, en fait. Il cherche cette femme noire, etc. Alors que vous avez... Quelqu'un m'a raconté une histoire où un ange est venu... de la part de Dieu visiter une jeune dame et dans le descriptif, il avait dit elle est noire, 1m80, nanana. Donc il trouve 1m80, il trouve la forme et tout, mais le teint, il retourne, il dit Seigneur, tu as dû te tromper, celle que j'ai vue, elle était claire. Tiens, à quel moment elle est devenue claire? Elle est devenue claire dans le process. Donc tu vois que souvent, malheureusement, non, on change de texture de peau, on change de forme, de poids, de taille, mais bon, tout ça, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. Et quel conseil tu donnerais du coup à ces femmes qui font du BBL, qui se dépigmentent la peau et tout? Non, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et puis, au final, il y a peut-être des personnes qui seront toujours plus belles que vous. Forcément. Il y a des personnes qui seront moins belles, mais comme vous, il n'y en aura pas. Il faut cultiver votre unicité. Il faut cultiver le caractère particulier, unique, parce que c'est ça qui fait votre particularité. Et puis, au final, si vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, ça va rejaillir sur les personnes qui vous entourent. Une fois que vous vous acceptez et que vous acceptez qui vous êtes, les gens qui sont autour de vous découvrent quelque chose de plus beau en vous. Et généralement, quand vous cachez quelque chose, les gens vont finir par ne regarder que cette chose-là. Voyez. Donc, ayez confiance en vous. Et si vous avez du mal, faites-vous accompagner par des coachs professionnels. On est là pour ça. C'est notre job. Exactement. Voilà. C'est une belle transition. Du coup, on revient quand même à ton histoire. Et donc, 2010-2011, c'est une année d'opportunité pour toi. Oui, belle opportunité. Et il se passe que dans cette période, je vais accumuler en fait à mes réveils et pendant mes heures libres des thématiques. Voilà, je me réveillais chaque fois, je m'assois à mon bureau à la maison et je travaille sur des thématiques en me disant, si jamais j'ai l'opportunité d'une émission, on me demande une émission, on me demande qu'est-ce que je fais. Donc, je vais commencer vraiment à rédiger comme ça des projets d'émissions, des thématiques, etc. Et puis, voilà, à l'opportunité d'un passage sur RTI 1, c'est ça, oui. RTI 1, je fais un passage exactement pour une ONG que je dirige et tout ça. Et puis, paf, la chance, dit-on, est le carrefour entre la préparation et l'opportunité. C'est ça. Voilà. Donc, je vais avoir dans les coulisses un des responsables de la télé qui va m'approcher, qui va me dire, mais écoute, tiens, ça ne te dirait pas on dit occasion de manquer ses péchés. J'avais déjà, en fait, une
une liste exhaustive de thèmes. Et donc là, dès la semaine qui va suivre, je vais démarrer une émission mythique, Matin Bonheur. Ah, tu faisais Matin Bonheur déjà? J'ai introduit la rubrique École de la vie sur Matin Bonheur et ça a été vraiment l'entrée du coaching sur les antennes de la télé nationale. Donc forcément, Matin Bonheur te rapporte pas mal de clients. Exactement. Donc à partir de Matin Bonheur, c'est relancé. J'ai mes premiers contrats de team building à Dakar, voilà, partout dans la sous-région. Et c'est parti de là et ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc depuis cette période-là jusqu'à maintenant. Et donc c'est vraiment pour moi l'occasion de dire ceci peut-être à un entrepreneur ou à quelqu'un qui nous écoute. Vous voyez, quand vous avez un projet, vous avez un objectif, parfois la trajectoire peut changer. Parfois le processus pour atteindre votre objectif peut changer. Exactement. Mais il faut garder votre objectif. Il faut retravailler. Vous pouvez parfois changer la trajectoire, mais ne changez pas l'objectif. Restez focus sur l'objectif et continuez de travailler. Moi, il m'est arrivé des moments où je suis allé présenter mes projets d'émission à des chaînes de télé ici en Côte d'Ivoire. On m'a balancé mes projets au visage en me disant « dégage ». Wow. Ouais. Et je le dis souvent comme ça en riant. Les mêmes chaînes aujourd'hui me courent après, mais ça coûte cher d'avoir coaché moi aujourd'hui. Forcément. Pourtant, c'était du gratuit que je proposais à l'époque. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de travailler mes contenus. Quand je retournais à la maison, je disais à mon époux, je suis parti, on ne m'a pas accepté parce que mon contenu n'est pas bon. Je vais continuer de travailler pour améliorer mon contenu jusqu'à ce que mon contenu soit vendable. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'avais cette résilience qui ne me faisait pas accuser les gens. De dire, ouais, les gens ne me veulent pas, les gens sont méchants, les gens sont ceci. Il faut retenir une chose, une bonne fois pour toutes. Personne n'est obligé de vous aider. Ça, c'est bien. Personne. Personne n'est obligé de vous tendre la main. Vous voyez, si vous avez un objectif, croyez en votre objectif, battez-vous pour votre objectif. Si on ne vous a pas encore appelé, continuez de travailler comme si quelqu'un vous observait dans le secret et comme si quelqu'un était en train de voir jusqu'où, en fait, elle peut vous accompagner, jusqu'où elle peut vous subventionner, jusqu'où elle peut lever des fonds pour vous. Travaillez dans cet esprit et vous verrez que ça va venir de nulle part, mais quelque chose va se passer. C'était une seule opportunité. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis sur ton plateau, je suis sur plein de plateaux, etc. Il y a des personnes, j'étais au Cameroun où il y a une famille qui m'a reçu, on était à la limite de la syncope parce que la dame ne s'attendait pas à ce que j'arrive, son mari voulait lui faire une surprise pour l'anniversaire et donc on annonce coachement, elle dit oh c'est des histoires. Et quand elle me voit, paf, la dame elle tombe dans les... tombe parce qu'elle te suit sur voilà, vous voyez, donc ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de la résilience derrière, il n'y avait pas eu de la foi derrière, mais je dis, c'est une question de 2002 à 2023. C'est clair, c'est quand même une vingtaine d'années derrière. Donc, il ne faut jamais vouloir faire de la fin des gens votre commencement. Ayez toujours un début à vous. Travaillez à ce début-là. Et puis, croyez qu'il faut toujours commencer par croire par la fin pour venir au début. Waouh, ça, c'est bien dit. Ouais. Donc, en plus de la résilience, est-ce que tu as d'autres conseils à donner à tous les entrepreneurs qui nous suivent? Le parcours. Le parcours, moi je le dis, je le redis, dans le contexte même d'un salon que j'organise qui s'appelle le Salon international du coaching éthique et des métiers associés, on a un panel qui est consacré au parcours, où on reçoit des personnes qui ont une histoire de succès. Pas un succès, mais une histoire de succès. Qui sont partis, je ne suis pas très d'accord avec l'expression de zéro, mais qui sont partis de quelque part, qui ont cru et qui ont échoué. Moi j'ai besoin de modèles de personnes qui parfois n'y sont pas arrivées. Qui ont dû abandonner, qui ont dû laisser tomber et qui ensuite se sont remis dans la course pour permettre en fait à cette génération qu'on a en face de nous, la génération 2023, 23 ans à peine, mais qui est une génération en fait du spontané. Vous savez, les crises à répétition que nos États connaissent, que nos pays connaissent, parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça met en cause la question du processus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont plus prêts à attendre leur tour. Même quand vient leur temps, il faut attendre votre tour pour que les choses qui doivent vous arrivent parce que ce que vous devenez, il y a une part essentielle qui ne vous appartient pas. Dans ce que vous devenez, il y a une part qui appartient à des personnes qui sont en train de devenir. Et si vous êtes pressé, en fait, vous supprimez une part essentielle de ce que ceux qui doivent devenir doivent prendre de vous pour devenir ce qu'ils doivent devenir. C'est très philosophique. Oui, mais je suis tout oui. Mais en réalité, quand on choisit ce type de réussite-là, on est égoïste en fait. Exactement. Parce qu'on cherche juste à avoir de l'argent, à rouler de grosses voitures, à avoir des biens, etc. Mais on n'a rien à transmettre aux générations qui suivent. Or, il faut que tout business, c'est mon point de vue, que tout business soit d'abord un business inspirant.
et pas un business aspirant. Si vous avez un business qui aspire, vous devenez quelqu'un de glouton, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur. Tout ce qui compte, c'est l'argent, 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 l'argent. Mais au final, l'argent, ça ne rend pas heureux. Voilà. On pourrait philosopher dessus. Hein. On a beaucoup d'exemples. Mais l'argent qui est obtenu en fait, dans le process et qui permet en fait, d'inspirer d'autres personnes, d'aider d'autres personnes, d'apporter de la valeur aux autres, c'est juste incroyable. Okay. C'est juste incroyable. Donc pour moi, c'est ça, c'est le parcours. Acceptez votre parcours, acceptez l'épreuve du moment, acceptez la situation du moment, redéfinissez votre stratégie si elle n'est pas bien indiquée. Et puis peut-être aussi pour certains, acceptez aussi parfois que les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'avez pensé. Voilà, il y a des personnes qui bloquent aujourd'hui parce que pour elles, ça doit se passer exactement de cette façon. Non, moi, j'ai dû fermer mon cabinet une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et paf, j'ai ouvert et ça n'a plus fermé. Mais qu'est-ce qui me dit que ça va être comme ça jusqu'à longtemps encore? Mais je sais une seule chose, c'est que peu importe ce qui peut se passer, j'ai déjà appris à être couché. Donc, tout ce qui peut m'arriver, c'est de rouler en avant ou de rouler en arrière. Je n'ai pas cette crainte-là que quelque chose échoue parce que je ne saurais pas exactement comment m'y prendre, etc. Donc voilà, quelques petits conseils comme ça que je donnerai à tous ceux qui veulent se lancer dans les métiers de l'accompagnement, qui pour moi sont des métiers de l'avenir. Il faut vraiment un coaching à l'africaine pour des Africains et fait par des Africains. C'est vraiment ce que je promeus à travers mon programme École de coaching éthique d'Abidjan qui existe depuis 2019 et qui a formé aujourd'hui pas mal de coachs connus. Hein. Coach Mada, par exemple. Hein. Vous entendez parler de Coach Mada, Coach Serge Koukounion. Il y a pas mal de coachs connus professionnels qui sont passés par mon école et on continue d'en former. On est à la 6e promotion et chaque année, on forme 2 promotions entre 20 et 30 personnes par promotion. Et c'est ça, en fait. Il faut être dans cette logique-là, des purs produits africains. Moi, je dirais il faut peut-être, oui, aller apprendre ailleurs, venir, mais créer des produits africains qui s'adaptent en fait au contexte africain, qui comprend le contexte, qui comprend en fait la mentalité, qui s'adapte vraiment à nos réalités et qui nous aide vraiment à être aussi ces Africains-là qui sont prêts dans leur mindset pour apporter vraiment ce dont le continent a besoin. Super. Si on veut plus du coach Yomo, comment on te contacte? Où est-ce qu'on peut te on trouver? me contacte sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tapez simplement Coach Yomo. Tu n'es pas encore sur YouTube? Sur YouTube, je pense que ma fille a dû me créer un truc, une chaîne. Il faut y être. J'y viens sûrement en 2024. On va essayer de mettre tout ça en place. Mais pour l'instant, on a le site www.coaching-éthique, coaching-éthique.com où vous pouvez vraiment retrouver l'essentiel de ce que nous faisons dans le domaine du coaching éthique en Afrique, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et puis, je pense que ça va déboucher sûrement sur une chaîne YouTube. Super. Coach Yomo, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci pour ton temps. On avait prévu juste 1 heure, on en a fait 2 quasiment. Mais je pense que c'est ça aussi. Tu as tellement à partager. Et je suis convaincu que tu reviendras sur la chaîne. Avec plaisir. Pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Avec plaisir. Dites-le dans les commentaires si vous voulez que le Coach Yomo revienne, soit pour un autre podcast ou tout simplement pour un live même. Ça peut être intéressant. Où les gens pourraient te poser des questions en live. Je pense que tu restaures des vies quand même. Bon, merci. Tu pousses les gens aussi à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Et on peut faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire, mais c'est ça aussi le plus important, devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se dit à bientôt à vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.